David et Mims vous présentent un macro Z de On joue-tu ? Tu peux y aller. Tu peux y aller. Super, ça tu peux le garder si tu veux. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième Macrozode jeu en rafale sur la chaîne On joue-tu, le podcast des jeux de société. Et je suis reçu par Mims. Ben oui, je suis reçu par Mims, mais Mims n'avait rien envie de faire. Donc je fais l'intro et j'ai grand plaisir à faire ma première intro après 3 ans de podcast. Mims, je te remercie, c'est un pur plaisir pour moi. Je prends de plus en plus de galons, donc c'est magnifique. Bientôt ce podcast sera mien et il n'y aura plus personne d'autre que moi et moi-même. Exactement. D'ailleurs, ils t'ont fait la remarque, il me semble, dans le dernier épisode du podcast où ils t'ont dit que c'était toi le patron maintenant. Donc, Oui, voilà, oui. j'assume, c'est toi le patron. Je te donne les commandes. Puis en plus ce matin j'ai eu des échanges aussi en rafale par WhatsApp avec Mathieu parce que j'arrêtais pas de me plaindre de trucs qu'il a fait sur notre plateforme de publication des podcasts, enfin qu'il a fait. Moi je suis un peu le perfectionniste, tu sais, je dis toujours que j'ai le souci du pixel, puis Mathieu pas vraiment. Mathieu il aime quand ça avance et que ça va vite comme quand on joue, donc après je suis toujours en train de repasser derrière, tu sais, puis de réaligner les trucs, de remettre des points, des espaces, etc. Donc voilà, bientôt en fait il va plus toucher à cette plateforme et puis je ferai tout dedans. C'est ça. Non, C'est mais pas ça le te va, plus ça te va assez bien, c'est bien. Enfin, chacun trouve son petit rôle. Mais oui, chacun ses trucs. Par contre, alors je lui laisse quoi, je vous laisse le montage et tout ça parce que ça, Ouais. ça c'est pas. Moi, c'est surtout moi qui est le spécialiste. Hein. Moi, je suis vraiment, je teste Ouais, des ouais, trucs, bon. mais Oui, oui, mais on tu apprend. gères C'est quand comme même. ça qu'on apprend. Écoute, on se débrouille. Oui, c'est très bien. Tu vas bien, Mims? Mais je vais super bien, ouais. Et toi, j'ai un début de mois de novembre un peu chargé, donc je suis contente d'arriver à ce mi-novembre et puis bientôt à la fin de l'année. Mais ça va bien. Et toi? Alors mi-novembre, si vous écoutez ce non, ça on laisse à Benji. Non, normalement, il n'y Ça aura pas suffit. trop d'espace. On sera peut-être ouais. Oui, on sera toujours à peu près mi-novembre. On sera toujours au mois de novembre en tout cas. Voilà, exactement. Si tout vous va l'écoutez bien. au mois de novembre, parce que rien ne Ça. vous empêchera de l'écouter au mois de décembre, voire de Exactement. novembre 2025 si vous voulez faire un retour sur les jeux joués en octobre 2024. Je vois pas trop Exactement. l'intérêt, mais pourquoi pas. Donc, donc allons-y. Comment tu veux, Perret? Tu veux que je commence? Bah, écoute, j'allais dire oui parce que je crois que ce sera la coutume, mais je pense que t'as plus de jeux que moi, plus de jeux Ouais, c'est listés. T'as dit il y a aussi des petits jeux la rafale listés. des petits jeux. Voilà. Bon, c'est vrai qu'à ce rythme-là, je rattrape quand même un peu mon retard. Hein. J'en aurais peut-être Ouais. pas une quinzaine à chaque fois, mais bon. Les petits jeux se testent verra. rapidement, c'est leur avantage. C'est leur avantage. Ouais, c'est Et en ça. plus, en faisant plusieurs parties. C'est pas des Oui. retours de gros jeux après une partie qui sont parfois un peu compliqués et quelques expériences plus tard, on regrette des fois d'avoir dit certaines choses en se disant mais en fait c'était une impression après une première partie, mais après la troisième, ça a pas mal changé. Pour Ouais, autant qu'on en fasse 3. Oui, ouais, ce C'est assez rare. qui est rare pour certains d'entre nous. Voilà. C'est qui on parle. Exactement. Donc ce beau mois d'octobre passé relativement sec mais non moins humide, voilà une belle connerie. Suivant où vous Je habitez. compris, hein. Je Suivant, compris. non, tu gardes tout. Ça a été 74 parties de 46 jeux, dont 23 découvertes. Certaines de ces découvertes vous ont déjà été dévoilées dans le podcast principal, donc je reviendrai que sur des découvertes, d'autres découvertes, comme je l'ai dit, plutôt de petits jeux. J'ai 3 Oink Games à vous parler. Donc ces boîtes de Oink Games qui nous avaient été offertes pour en tout cas 2 des 3 d'entre elles, voire les 3, non 2 des 3 d'entre elles par Pixie Games à Vichy. Donc la première d'entre elles c'est Moving Wild, donc une nouveauté de chez Oink Games où vous allez devoir créer votre parc animalier avec un mix de cartes habitat, cartes animaux et puis de cartes d'optimisation de ces habitats.
C'est un draft de cartes. Donc au départ, vous allez vous retrouver avec vos cartes, vous allez en choisir une, et puis vous allez drafter les autres jusqu'à ce que toutes les cartes de la première manche aient été choisies par les joueurs autour de la table. Bien entendu, ensuite vous allez prendre le temps d'agencer correctement vos animaux dans leurs habitats en fonction de la taille de l'habitat et de la taille de l'animal, parce qu'il y a des habitats par exemple qui vont pouvoir accueillir une taille de 5, et puis vous avez des animaux qui prennent 2 places, d'autres 3, d'autres 4 en fonction de leur taille. Et puis chaque habitat a également un environnement, un ou plusieurs environnements, de l'eau, des plaines, etc., forêt. Et puis bien entendu que l'animal, il y a des animaux qui demanderont à être dans l'eau, donc ils ne pourront être mis que dans un environnement qui contient de l'eau. Donc tout ceci est assez un casse-tête, petit jeu de gros casse-tête. Si vous aimez bien Nimalia, on retrouve un petit peu de Nimalia, même si on ne met pas les cartes les unes par-dessus les autres. C'est peut-être la thématique aussi qui me pousse à dire qu'on retrouve un peu de Nimalia, mais là, on est vraiment en train de suroptimiser chaque pose de cartes que l'on va faire. Pourquoi ? Parce que si un habitat n'est pas complet, vous allez perdre des points. Les animaux, j'ai oublié de dire, mais il y a des prédateurs, donc les prédateurs ne peuvent pas être mis avec des animaux qui ne sont pas prédateurs, sinon forcément ils vont les bouffer, sauf si vous avez une carte d'optimisation d'habitat qui rend cette zone pleine d'amour, et comme ça les prédateurs ne vont pas manger les autres animaux. Donc on optimise à la fin de la première manche au maximum pour faire des points et surtout pour en perdre un minimum, puis on passe à une deuxième manche où l'on pourra rebouger, heureusement, toutes les cartes qu'on avait agencées à la première manche, puis on marque des points, ou on en perd, puis on part sur une troisième et dernière manche. Donc on a de plus en plus de cartes, de plus en plus d'habitats, de plus en plus d'animaux. Et le but, c'est de faire le plus bel agencement possible. Et puis, au final, on va compter, on va additionner les points des 3 manches. Et puis, on va regarder celui qui a le plus de points. Voilà. Moi, j'aime bien ce genre de tableau building optimisé. J'en ai fait que 2 parties pour l'instant, donc c'est pas énorme. Les règles sont assez mal écrites, je l'avoue. On trouve très peu de contenu, en tout cas j'ai trouvé très peu de contenu sur YouTube parce que le jeu était tout juste sorti quand j'y ai joué. Mais voilà, j'ai eu plaisir à le faire, j'ai envie d'y rejouer parce que comme j'ai dit, c'est typiquement ce genre de petits jeux qui me plaisent, des petits jeux assez, c'est pas expert, mais c'est quand même bien initié, bien prise de tête. Alors ils disent dès 8 ans, pourquoi pas, ça reste quand même, parce que finalement oui, les règles sont simples, mais après l'optimisation est tout de suite un peu plus complexe. Ouais, c'est ce jeu qui nous avait pitché à Vichy, non ? Il me semble, je me souviens de cette petite boîte avec l'hippopotame dessus, oui, c'est tout à fait ça, Je me souviens qu'il nous l'avait pitché, qui avait l'air assez sympathique. Toujours pas testé par contre. C'est très bien. Écoute, quand on se voit, je le mettrai dans ma poche, on pourra le tester. Ouais, c'est un petit peu dans la même gamme que le fameux petit jeu, Ninjan, là, c'est l'espèce de pierre-feuille-ciseau, là, c'est la même gamme ou pas du tout ? Alors non, parce que Ninjan, c'est chez Helvetic. Ah, c'est ok, d'accord. Et puis ça, c'est les Young Games comme Scout, par exemple. Ok, ouais, c'est un peu le même format, mais c'est pas du tout les mêmes. Exactement, ouais. Okay. Elles sont un peu plus épaisses et souvent beaucoup plus chargées en matériel aussi, parce que chez Helvetic, c'est que des cartes. Alors que chez Young Games, il y a souvent du matériel en plus. Et puis le troisième que je vais vous présenter, je peux vous dire qu'il avait beaucoup de matériel. C'est assez fou de voir que ça tient dans ces petites boîtes. Le deuxième On Games, c'est Town 77, le digne successeur de Town 66. Oui, ils ont fait en 2 ans 2 jeux très très proches l'un de l'autre. Ce jeu, alors par contre, c'est tout plein de petites tuiles avec des supports en bois pour les poser, donc c'est plutôt très sympa en termes de matériel, de nouveau dans ces petites boîtes. L'objectif va être d'agencer
un tableau de maximum 7 sur 7 de ces tuiles. Sur ces tuiles, il y a 7 formes de bâtiments et 7 couleurs différentes. Et la contrainte est que dans une ligne ou une colonne, il ne peut y avoir qu'une seule fois chaque forme de bâtiment et qu'une seule fois chaque couleur. Donc là, de nouveau, petit casse-tête de création de tableaux communs, parce que ce tableau de 7 par 7, c'est vraiment commun, on n'a pas chacun le nôtre. On va à notre tour jouer une de nos tuiles, donc on a une tuile de départ, et puis ensuite on va les aligner et les encolonner. On doit toujours mettre, bien entendu, une forme adjacente orthogonalement à une tuile précédemment posée. Et quand on a joué notre tuile, on va en repiocher une d'un sac, qui est en plus fourni dans cette petite boîte. Et une fois qu'on a pris cette tuile, on peut décider soit de garder nos 4 tuiles, donc on a 4 tuiles en main au départ, soit on peut définitivement décider d'en avoir une de moins dans notre main. Donc tu vas me dire, une de moins, ça fait une possibilité de moins, donc ça pénalise. Oui, ça pénalise. Par contre, c'est un peu le but du jeu, c'est-à-dire que on va gentiment avoir de moins en moins de tuiles dans notre main, et quand tout d'un coup on ne peut plus jouer, on s'arrête, les autres continuent, et c'est celui, une fois que tout le monde est bloqué, ne peut plus poser de tuiles différentes, soit par la couleur, couleur et forme, c'est celui qui avait le moins de tuiles dans sa main à la fin de la partie qui va gagner. Okay. Tu vois un peu l'idée? Ouais. Et c'est ça, je trouve, l'intérêt de ce jeu, c'est qu'on est toujours, si on garde nos 4 tuiles jusqu'à la fin, oui, on va peut-être jouer un peu plus longtemps que les autres, mais pas beaucoup, peut-être 1 tour ou 2 tours de plus. Et s'il y en a un qui a réussi à rendre sa main à 0, voire une tuile, il va de toute façon gagner, même si il a été game over avant nous. Tu vois un peu le principe. Ouais. Donc c'est assez sympa. Il y a encore une petite chose que j'ai pas dit, c'est qu'on voit le verso des tuiles et on voit juste la couleur. Donc on peut plus ou moins se rendre compte, tiens, est-ce que je suis le seul à avoir cette couleur, et comme elle n'est pas encore tellement présente dans le tableau, je vais réussir à la poser sans trop de problèmes, etc. Donc voilà, il y a quelques petits indices qu'on peut avoir grâce aux tuiles des adversaires. Voilà, un petit jeu sympa, très familial, un mode solo aussi en mode casse-tête, où le but est de poser le plus de tuiles possible. Elles sont toutes empilées en trois piles, et puis on les prend... on choisit sur quelle pile on les prend, et puis on doit en mettre un maximum. Okay. Donc voilà, plutôt sympa. Ça va pas rester dans les annales des jeux, mais voilà, ça n'invente rien, mais c'est efficace, et de nouveau dans un tout petit format. Le troisième, le plus original, c'est Drawpolter. Donc Drawpolter avec un joli fantôme sur la boîte et dans la boîte, parce qu'il y a un gros fantôme en bois qui va être mis entre les joueurs, et chaque joueur se voit remis 5 objets. Ces 5 objets, donc il y a c'est tout en bois ou en plastique, donc on a une bague, on a une sorte de biscuit petit beurre, on a un cube rouge, et puis on a un coquillage, une clé un peu en forme de trèfle. Et voilà, donc ça c'est nos 5 objets, et ces 5 objets on va les mettre dans notre main, dans une seule main. On va bien secouer un peu la main si on y arrive, parce que la main est bien pleine. D'ailleurs ça me fait rire, parce que ce jeu, ils indiquent dès 6 ans, mais quand tu vois les 5 objets, puis que tu les mets dans ta main, alors moi j'ai une assez grande main, ça va, mais à 6 ans j'imagine qu'il y a déjà tout qui dégueule de la main, donc ça doit être assez compliqué. Mais ça doit bien amuser les enfants de 6 ans par contre. Donc on a ces objets-là qui sont dans notre main, et puis on a un tas de cartes au milieu, et on va faire 3, 2, 1, on va révéler la carte, et sur cette carte, il y aura entre 1 et 4 des objets qu'on a dans la main, et il va falloir les faire sortir de notre main, sans céder de l'autre main bien entendu, parce que ça serait trop simple, les faire tomber,
Et puis le premier qui a réussi à faire tomber les objets qui sont sur la carte doit attraper le fantôme. Donc il y a vraiment une question de rapidité et parfois il faut aller vraiment très très vite. Si on fait tomber un autre objet que celui qui est un objet qui n'est pas présent sur la carte, on va devoir reprendre tous les objets qu'on a déjà fait tomber, les remettre dans notre main et recommencer. Celui qui a été le plus rapide, il va prendre une petite clochette qui fait gling gling, une jolie clochette. Il va l'ajouter à sa main. Et dès la deuxième manche, eh bien, il va avoir cette clochette en plus des 5 objets. Et si la clochette tombe, la clochette est perdue. Et il devra en plus remettre tous ces autres objets déjà tombés dans sa main. Et bien entendu, celui qui gagne la partie, c'est celui qui va arriver à avoir 5 clochettes dans la main. Le premier a 5 clochettes. Et je peux te dire, quand tu dois faire sortir 2, 3, 4 objets en particulier et que tu as 4 clochettes dans la main, t'as beau t'aider du pouce, quand en plus tu dois aller vite, je te dis, tu gagnes une clochette, tu la perds, tu regagnes une deuxième clochette, t'en repères une et t'es toujours en train de gagner ou de perdre des clochettes. Et ça, c'est le mode facile parce que tu peux regarder ta main, toi, ce qu'il y a dans ta main quand tu l'ouvres. Mais il y a un mode plus difficile qui est ultra fun, c'est qu'en fait, ta main, tu la laisses fermer et puis tu la mets un peu... tu l'ouvres jamais complètement et puis tu l'ouvres plutôt par en bas. Et tu vas devoir faire tomber tes objets par en dessous, de ta main, sans faire tomber les clochettes. Et là, c'est encore plus l'enfer. Ah ouais. Alors, sachez que une fois que la pile de cartes a été... il y a 30 cartes. Si personne n'est arrivé à 5 clochettes au bout des 30 cartes, ça s'arrête et on compte celui qui a le plus de clochettes. Le mode avancé, je l'ai fait une fois avec mes 2 filles. On a fait les 30 cartes et on avait chacune 2 clochettes dans la main. Donc ça a été un match nul et on s'est arrêté là parce qu'on s'est dit bon allez, on a tous mérité de gagner, donc c'était très bien. Mais je l'ai fait jouer, on peut jouer jusqu'à 5, donc il y a suffisamment de matériel dans cette petite boîte pour jouer jusqu'à 5. Donc quand tu vois tout le matériel qu'ils mettent dans ces petites boîtes, c'est assez fou, hein. Chaque millimètre est occupé. Bien comblé. Et ça, c'est très drôle. Franchement, c'est super drôle, c'est original, le matériel est fun. Je recommande vraiment, si vous cherchez un petit cadeau à faire à Noël pas cher, et puis offrir un jeu à quelqu'un qui, vous savez, qui va passer du temps à rigoler et puis à bien s'amuser. C'est un très bon choix, ce Dropolter. Dropolter, ouais. Mais je dis pas que t'en as déjà parlé, hein, mais je dis juste que l'histoire des petites clochettes, là, ça me dit quelque chose quand même. Oui, mais on en a sans doute parlé comme ça, mais sans y avoir joué. Ah ouais, ça, c'est bien possible. Ouais, mais ouais, ça a l'air assez sympa. Bon, je sais pas si j'arriverai aussi. Oui, tu y arriveras. Mais je pense... Tu y arriveras. Une autre Noémie a réussi, elle a que 10 ans. Ça devrait aller quand même. Tu devrais t'en sortir. Ça devrait le faire. Cool. Voilà, écoute, c'est à toi maintenant, je crois. Ouais, j'enchaîne avec le premier jeu qui est un jeu donc Temple Code qui nous a gentiment été offert par notre ami Johan Levet quand il était venu enregistrer le podcast avec vous. Donc un jeu édité chez Banzik Édition. Et puis Temple Code, vous l'imaginez bien, c'est un jeu de déduction. Tout à fait. Plutôt accessible, ils disent donc dès 8 ans sur la boîte, donc beaucoup plus que Turing Machine, hein, clairement. Et puis au niveau du thème, ça m'a fait penser au jeu dont Mathieu avait parlé, il avait fait une vidéo dessus, c'était The Lost Code. Oui, exactement. Qui est aussi un jeu de déduction, mais pas de Johan Levet, mais de Léo Colovini. Et puis, donc, la thématique, c'est un petit peu à l'Indiana, enfin, thématique Indiana Jones, un peu en mode aventurier, on va dire. Hein. Bon, évidemment, dans les jeux de déduction, c'est pas forcément ce qui nous importe le plus. Mais en gros, comment ça se joue? Donc, chaque joueur va recevoir une carte combinaison avec des statuettes dessus, et puis des symboles. Donc, il va placer sur un petit support, face visible pour les autres, et donc caché pour lui. Bien sûr, son objectif, ça va être de deviner la combinaison qu'il y a sur ces statuettes. À la Mastermind. Exactement. Et puis il y aura 2 cartes supplémentaires qui seront disposées face visible, donc face statuette visible, en face de chaque adversaire, chaque joueur, parce que nous on les aura aussi.
Puis donc à son tour, un joueur va choisir une carte visible devant un autre joueur, puis va pouvoir la comparer avec sa propre carte, parce que au dos des cartes, en les superposant, on va dire qu'il y a des petites encoches que vous allez aligner avec le dos de votre carte, et puis selon celle que vous avez prise, il y a des icônes qui seront pointées par une flèche. Donc on retrouve un petit peu des sensations de Turing Machine entre guillemets, hein, mais pas avec le même matériel. Mais donc voilà, ça va nous indiquer si les statuettes qui sont sur la carte sont présentes dans notre jeu ou pas. Donc on aura par exemple un rond bleu. Si on a un rond bleu, ça veut dire qu'il y a la même statuette présente au même emplacement sur notre carte. Un triangle rouge, ça voudrait dire qu'on a la même statuette mais à un endroit différent. Et puis s'il y a aucun symbole, ça veut dire qu'il y a aucune statuette qui est présente dans la combinaison. Donc je pourrais avoir tout à fait un rond bleu et puis un triangle rouge, puis ça voudrait dire que j'ai une statuette qui est au bon endroit, puis une autre qui est pas au bon endroit. Et puis on va faire comme ça on va prendre des notes et puis faire comme ça jusqu'à ce qu'on devine notre combinaison. C'est là où il y a de l'interaction, puis où c'est intéressant, c'est que le joueur dont l'une des cartes a été choisie, lui va devoir prendre l'autre carte qui était devant lui. Et puis faire la même chose. Il va comparer aussi ces deux cartes, donc les dos de ces cartes. Et donc ça va lui laisser un indice. Donc on va quand même devoir réfléchir. Voilà, est-ce que je prends une carte qui va moi me servir parce que j'ai déjà quelques infos puis je veux vérifier quelque chose. Mais faire attention à pas donner trop d'indices à son adversaire. Parce que si tu vois, vu que tu vois sa carte, si on voit qu'il a deux symboles qui sont présents au même endroit sur une carte qui est devant lui, on va éviter de lui laisser. Donc c'est quand même assez intéressant au niveau de l'interaction. Et puis à tout moment, un joueur peut tenter de donner sa combinaison, de la deviner. S'il réussit, il reçoit un demi-médaillon, une moitié d'un médaillon, et puis il reprend une nouvelle carte. Et puis c'est seulement à la deuxième carte qu'il aura trouvée qu'il va pouvoir gagner la partie. Et puis en cas d'échec, tu changes de carte. Et je trouve ça, j'ai bien aimé en fait dans ce jeu, c'était ce côté interaction. C'est des parties qui sont pas très très longues, hein, c'est 20-30 minutes, on va dire 30 minutes max. Donc ça enlève un petit peu la frustration si tu t'es fait avoir un peu plus vite. Parce que t'as ce côté course un peu, hein, vu que tu dois vite faire le plus vite possible. Par contre, t'as quand même une certaine dépendance au hasard, et puis ça, c'est ce qui est un tout petit peu frustré, surtout mon cher mari, qui a passablement perdu. Il est juste nul, faut lui dire. Ah, mais j'ai essayé, mais c'est vrai que ces arguments tenaient quand même la route. Ça m'a un peu étonnée, parce qu'en fait, finalement, lors du tirage des cartes, c'est vrai que tu peux avoir plus ou moins de chance. Si moi, je vois je peux enlever quelque chose qui pourrait donner un indice important. Puis, il y a parfois, moi, j'ai trouvé en 3 cartes, et puis lui, après 4 cartes, il trouvait toujours pas. Bon, là, c'était peut-être parce que il était un peu nul, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça m'a étonné Johan Levet qui justement reprochait le côté hasardeux à The Lost Code, puis qui aime bien plutôt le côté maîtrise. Mais en même temps, c'est quand même un jeu qui est adressé à un public un peu plus familial, donc je comprends aussi le choix. Ouais, c'est ça. Et puis, moi, j'y ai joué aussi cet été. T'as joué pardon, vas-y. Non. Ouais. Non, c'était juste une petite chose. C'était les cartes, tu sais, t'as des blocs de feuilles. Oui. C'est un détail, mais c'est vrai que je me dis, là, on aurait apprécié, t'as juste une feuille plastifiée, plutôt que d'avoir un immense bloc dans ton jeu. Enfin, tout à fait, donc choix d'édition, exactement, ouais. C'est ça, mais voilà. Ouais. Oui, moi j'avais bien aimé, j'y ai joué cet été, donc c'est vrai que c'est bien parce que tu m'as rafraîchi un petit peu la mémoire. Peut-être, à confirmer, hein, mais peut-être que le côté hasard des cartes est un peu plus présent à 2 que si tu joues à 4. Parce qu'à 4, tu auras beaucoup plus de choix. Si tu vois qu'il y a vraiment une carte qui peut donner un gros avantage à un de tes adversaires, rien n'empêche les autres aussi de lui en priver. Alors quand tu es à 2, le choix est beaucoup plus mince. Donc forcément, il y en a un qui pourrait peut-être être un peu plus avantagé. Mais comme tu dis, comme c'est du 8+, c'est vrai que celui-ci est beaucoup plus accessible qu'un Turing Machine ou qu'un chronologique, voire également même encore pire, mais pas pire parce qu'il est pas bien, hein, mais archéologique, où là, pour toi, je pense que là tu saignerais du cerveau parce qu'en plus il y a du polyomino dedans. Ah non. Donc t'imagines un peu le mélange de tout ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a vraiment ces gammes jeux de logique, réflexion un peu casse-tête pour les enfants dans la gamme logique, et puis
Et puis aussi la gamme, comment elle s'appelle déjà, Sologic chez Jeko. Ouais. Et puis là, maintenant, il couvre finalement cette étape un peu suivante du 8+, pour aller après dans plutôt des 10 plus pour les suivants. Donc Oui, c'est vrai que moi j'avais trouvé sympa. Après j'ai plutôt croché sur Chronologique cette année parce que voilà, ça reprend ce côté Cluedo que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant, et puis avec une modernisation du Cluedo, ce qui n'a pas vraiment plu à Benji, mais moi qui me plaît beaucoup. Après, c'est toujours le genre de jeu, pour Temple Code, c'est pareil, c'est-à-dire que le premier qui trouve va mettre un terme, si tu veux bien, à la manche ou à la partie. Oui. Donc, Johan nous avait parlé quand il était venu sur le podcast, que justement ils avaient dû faire une règle additionnelle pour la version allemande de Turing Machine, si je dis pas de bêtises, pour que les autres continuent quand même à jouer, à chercher, pour éviter peut-être cette petite frustration de dire ah bah mince, c'est de nouveau lui, il a de nouveau trouvé. Si t'es meilleur que les autres, tu risques un peu de plus trop les motiver à jouer avec toi à ce genre de jeu. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il est plaisant, tout à fait. Mais c'est vrai que je trouve de manière générale, ces jeux de déduction, j'ai l'impression que c'est une sorte, je sais pas si je peux dire ça, mais c'est une sorte de masturbation intellectuelle, si on veut bien. J'ai l'impression qu'en fait, tu prends du plaisir tout seul, c'est pas désagréable, c'est satisfaisant, mais c'est pas des jeux dans lesquels tu t'éclates. Enfin, moi en tout cas, c'est pas. C'est toujours mieux à 4, hein, Mims. Bah oui, forcément. Hein? Mais oui, bien sûr. Donc, Neuchâtel, il s'en passe des choses. Chez le bar. Tout ce qui se passe à chez le bar reste à chez le bar. Voilà, exactement. On veut pas savoir ce qui se passe là-bas. Non, on veut pas savoir. Il y a 4 habitants, mais on veut pas savoir ce qui s'y passe. Bah c'est parfait, 4 habitants, c'est nickel. Bah écoute, à partir du moment où vous entendez bien, pas de raison de pas Quand se faire on continue plaisir. après ça. C'est à mon tour, donc ça va. Ah non, t'as encore un petit truc à dire sur Temple Code ? Non, voilà, en gros, c'était de dire, tu sais, j'ai un peu l'impression, c'est comme quand tu fais des exercices de maths à l'école, t'es content quand t'as trouvé la solution, mais c'est pas... T'es content quand tu comprends. Voilà, c'est ça. Et quand tu comprends plus, t'es un peu vénère et t'aimes plus. Exactement. Mais cela dit, je trouve vraiment la proposition intéressante. Pour moi, c'est le juste croisement, entre guillemets, entre Turing Machine et puis The Lost Code, que moi j'avais bien aimé. Puis c'est mieux optimisé, je trouve que ça correspond à un public plus large, donc plutôt une belle découverte aussi pour moi. Super. C'est à toi. Magnifique. C'est à moi. Alors, si je te dis ni 8, ni 9, ni nain, tu me dis rien. Ah, mais oui, mais t'as pas la ref, forcément. J'espère que dans ce podcast, certains ont la ref. En tout cas, moi, j'ai des bons potes à moi qui l'auront sans aucun doute, mais j'ai des doutes s'ils écoutent ce podcast. Il s'agit du jeu Le Roi des Nains, et moi, je ne vais pas parler du Roi des Nains, mais de Rebelle Princesse. Ce nouveau jeu de chez Gigamic dans leur gamme de boîtes Biseau, là. Le Roi des Nains est un ancien jeu que j'ai toujours plaisir à jouer, qui avait même été réédité en 2022. C'est un jeu de Bruno Feduti, un jeu de pli, et Rebelle Princesse s'en inspire quand même pas mal. Alors qu'est-ce que Rebelle Princesse ? Comme j'ai dit, c'est un jeu de pli. Où chaque joueur va incarner une princesse qui refuse les déclarations d'amour des princes charmants, et donc vous allez devoir, en tant que bonne princesse, éviter à tout prix de ramasser des plis avec des princes et avec la grenouille, parce que la grenouille, c'est le prince qui a été transformé, donc il va falloir l'éviter. Donc vous vous retrouvez dans un jeu où il y a différentes couleurs, comme dans un jeu de pli. Une des couleurs sont les princes, et puis la grenouille c'est dans une autre couleur, et c'est la seule qu'il faut éviter dans cette couleur-là. On est vraiment sur des règles ultra basiques, c'est-à-dire on joue une couleur, on est obligé de suivre. Si on n'a pas la couleur, on peut jouer ce qu'on veut, et c'est celui qui a joué la couleur et la valeur la plus haute qui va ramasser l'appli. Sauf que il y a 5 manches, et au début de chaque manche, on va révéler une carte qui a des conditions de règles additionnelles. Et cette carte va aussi nous dire combien de cartes on va devoir transmettre à notre voisin de gauche.
par exemple. On va devoir lui donner au début 2 ou 3 de nos cartes. Donc, en fonction des règles spéciales, on va essayer de lui filer le plus possible de cartes qu'on veut pas garder dans notre main pour X ou Y raison. Et c'est là finalement où est tout le sel du jeu, c'est dans ces cartes qui vont amener des règles spéciales, qui vont dire, par exemple, celui qui ouvre le pli va jouer une carte face visible, les autres vont jouer leur carte toujours avec les mêmes règles mais face cachée, donc on ne sait pas trop ce qui a été joué. Donc voilà, ça amène quand même un petit peu de comment on va dire, j'ai plus le terme, mais bon, vous l'aurez compris. Et puis non, mais un peu de chaos en fait, un peu de suspense, de chaos. Chaque princesse, alors vous pouvez jouer avec ou pas, a aussi un pouvoir asymétrique. T'en as parlé, qu'elle va pouvoir conserver tout au long de la partie. Donc voilà, en fonction des conditions qui sont sur ces cartes spéciales. Donc il y en a toute une série, de cartes, on en prend 5. Ils proposent des configurations de départ, mais sinon on peut les prendre totalement au hasard, comme on veut. C'est sympa, c'est très sympa. Ce que j'aimais beaucoup moi dans le Roi des Nains, c'est que on n'avait pas une condition qui nous était imposée, mais c'était celui qui avait je ne sais plus quelle carte qui pouvait en fait choisir entre 2 conditions qui étaient sur la même tuile. Et puis c'était soit, justement, quand je t'ai dit ni 8, ni 9, ni nain, c'est-à-dire que toutes les cartes marquent des points, sauf les 8, sauf les 9, sauf les nains, donc ni 8, ni 9, ni nain, ou alors au contraire, c'est que les 8, que les 9 et que les nains. Les nains, c'était une couleur qui marque des points. Puis donc, tu as toujours une règle et son contraire, et puis c'est celui qui a une carte au début de la manche qui va pouvoir choisir. Donc voilà, il y a un côté qui est sympa parce que tu peux adapter un peu la règle en fonction de ton jeu. Et puis tu avais des manches où tu finissais à moins 25. Enfin voilà, c'était plutôt fun. Donc une nouvelle version, on va dire, de ce Roi des Nains sous le nom de Rebelle Princesse, dans des très belles illustrations chez Gigamic. Donc vous pouvez y aller si vous aimez les jeux de pli. Somme toute quand même accessible même familiaux, eh bien vous pouvez y aller les yeux fermés, vous passerez quelques belles parties. Ouais, t'as l'air très sympa ce petit Rebelle Princesse. En plus t'as les princesses, je vois que t'as genre Mulan, Cendrillon. Oui, exactement, ouais. Ouais, puis les illustrations sont cool, la boîte est chouette aussi, enfin ouais, très très beau matériel. Trop cool. Tu voulais en présenter plusieurs d'un coup ? Ah, je peux, si tu veux, que j'enchaîne, prévu, vu que j'en ai un petit peu plus. Là, tout de suite, non, mais c'est comme tu veux, vas-y. Ok, je te laisse la main. j'enchaîne, puis comme ça, le prochain, tu prépares la rafale. Tu mets les cartouches. Le deuxième jeu, ça va être Unmatched Coup de théâtre. Un jeu qui nous a aussi été donné à Vichy par Yellow, que j'ai enfin pu tester. Oui, merci à eux. Tu vois, j'ai bossé finalement. C'est beau, ça, c'est beau. Mais oui, c'est bien, ça, il faut. J'avais déjà testé un Unmatched en 2022, c'était le Unmatched Cobble and Fog. Et puis à l'époque, j'avais été un petit peu déçue. Bon, je n'avais fait que 2 parties et puis je l'avais revendu. Mais voilà, j'avais quand même envie de donner sa chance à ce coup de théâtre. Et puis pour celles et ceux qui connaîtraient pas, Unmatched. Donc c'est une série en fait de jeux d'escarmouche pour 2 à 4 joueurs, où on va devoir s'affronter sur un petit plateau commun sur lequel on va placer les figurines, enfin la figurine a priori de notre personnage, et puis jouer des cartes de notre deck pour réduire les points de vie de l'adversaire à 0. Donc assez classique jusque là. Mais ce qui fait l'originalité de cette série de jeux, c'est qu'il y a plusieurs boîtes, et puis chaque boîte va généralement avoir 2 à 4 personnages différents dans un même univers, avec des gameplays, on va dire, semi-asymétrique. Je dis semi-asymétrique parce que fondamentalement les actions de base seront les mêmes, c'est-à-dire que à chaque tour tu peux soit on peut manœuvrer, donc ça veut dire déplacer son héros, sa figurine sur le plateau, puis piocher une carte. On peut bien sûr attaquer un adversaire en jouant une carte face cachée, et puis l'adversaire va se défendre en mettant, s'il veut, une carte face cachée, puis on résout le combat.
avec à chaque fois des petits effets avant le combat, pendant le combat, après le combat. Et on peut aussi comploter, donc ça veut dire c'est jouer une carte spéciale avec un effet, puis qui là va varier aussi en fonction du personnage qu'on a choisi. Et du coup, chaque personnage aura un deck spécial, un deck personnalisé, on va dire, avec un gameplay un tout petit peu différent quand on fait ses actions de base, finalement. C'est là où il y a la symétrie. Puis bien sûr le but c'est de se déplacer, attaquer nos adversaires ou notre adversaire et puis être le dernier encore en vie. Et donc un match coup de théâtre, on va retrouver des personnages emblématiques des œuvres de Shakespeare. Alors en ouvrant la boîte, j'ai réalisé que je connaissais pas vraiment les œuvres de Shakespeare, j'avais un peu honte. Je connaissais un peu les noms mais franchement Hamlet, j'avais pas beaucoup d'idées. Voilà. Après, voilà, ça s'arrête là pour moi, franchement. Hamlet et Shakespeare, quoi. Exactement. Donc il y a effectivement William Shakespeare, et en fait c'est rigolo parce qu'ils ont ajouté donc la thématique dans le jeu, c'est que tu vas essayer de composer des vers en plaçant des cartes devant toi, et puis tu as un certain nombre de syllabes sur les cartes, puis tu vas essayer d'en cumuler 10. Quand tu arrives à ces 10, tu lis la phrase qui est composée par ces syllabes, et puis bien sûr si tu joues un petit peu de roleplay, c'est assez rigolo, et puis ça peut te faire une capacité spéciale. Et puis Hamlet, évidemment, avec un jeton, être ou ne pas être. Donc au début de ton tour, tu choisis si tu veux être ou ne pas être. Et ça influencera si tu es plus ou moins agressif ou si tu peux piocher plus de cartes à ton tour. Après, il y a Titania. Je ne connaissais pas Titania, mais qui utilise des charmes. Donc c'est des petites cartes qui vont donner un effet permanent pendant le tour. Et finalement, on avait les 3 sorcières qui utilisent un chaudron où elles vont défausser. Donc quand tu joues une carte, tu vas la défausser dans ton chaudron. Et une fois que tu as un certain nombre d'icônes, tu peux les utiliser pour concocter des sorts. Puis ça va faire un effet supplémentaire. Donc c'est assez sympa, c'est vraiment thématique. Nous, on vraiment le jouait, en tout cas pour le être ou ne pas être. Et puis pour Shakespeare, c'était assez drôle. À 2, on a d'abord joué à 2. C'est pas désagréable, mais on s'est un peu ennuyé. Après, vous savez que nous, on est assez friands de jeux d'affrontement, du Magic, des jeux de cartes assez un peu violents. Puis on s'est dit, ouais, bon, c'est mieux que la première expérience, mais ça nous a pas marqué. Puis finalement, on a testé à 3 avec Emma, et puis là, on a vraiment vu l'intérêt du jeu, avec des combats beaucoup plus tendus. Tu peux faire des petites alliances qui durent pas, évidemment. Des placements beaucoup plus stratégiques sur le plateau. Tu peux essayer d'un peu de planquer pour que les 2 autres se tapent dessus, puis tu reviens, t'en tapes un. Puis franchement, je recommanderais plutôt à 3 ou 4 qu'à 2. Mais j'ai plutôt bien aimé. Donc le deuxième avis est bien meilleur que le premier. Donc voilà, Unmatched. Je sais déjà plus le nom. Coup de théâtre. Coup de théâtre, voilà. Voilà, exactement. Coup de théâtre. Ouais, super. Moi, j'ai le volume 1, Unmatched Combat de légende, que je n'ai pas du tout assez joué. Je me rappelle que j'avais bien aimé. Okay. Je suis un peu moins jeu d'affrontement comme ça direct, mais voilà, j'aimais vraiment bien le principe, le matériel, ce plateau, les cartes. Enfin, je trouve qu'ils ont vraiment trouvé un super concept qui fonctionne bien. Après, on peut ne pas aimer ou trouver que c'est peut-être un peu trop simple pour nous. Ce qui est pas mon cas, hein. Et on voit là, ils enchaînent les volumes avec des personnages. Alors tout n'est pas traduit, hein. Il n'y a pas de version française, loin de là, pour toutes les boîtes. Mais il y a eu du Bruce Lee, il y a eu du Buffy contre les vampires, du Petit Chaperon Rouge, du Jurassic Park. Ils sont vraiment, ouais, il y a des affrontements totalement improbables entre certains personnages, et tous ces personnages peuvent être joués les uns contre les autres en mélangeant les boîtes, et ça, avec chaque fois un super matériel. C'est une très belle collection, en tout cas pour ceux qui apprécient Unmatched. Je pense qu'ils doivent vraiment se faire plaisir avec toutes ces boîtes. Alors si ils jouent qu'avec les versions françaises, ça va, ils dépensent pas trop. Si vous prenez les versions en anglais, effectivement, vous en achetez quand même plusieurs par année. Mais ouais, j'aime vraiment bien ce concept de jeu. Il faudrait que je rejoue. Je crois que c'était d'ailleurs la boîte à Mathieu. Je lui avais racheté sa boîte il y a quelques années déjà maintenant.
Et voilà, ça me donne envie de le ressortir en tout cas. Et puis peut-être qu'un jour, si tu as toujours la boîte, cette nouvelle boîte, peut-être qu'un jour je te l'emprunterai. Ou on y jouera à 4. Ouais, j'avais même oublié, toi, qu'on pouvait. Je pensais que c'était affrontement 2 joueurs. Et j'avais oublié que c'était du 4. Bah, le volume 1, il est vraiment 4 joueurs. Okay. Après, il y a d'autres formats. Non, ça c'était aussi du 4. Je pense que ça a toujours été 4 joueurs. Il faut les contrôler pour chaque boîte. Il y a des petites boîtes où tu n'avais que 2 personnages. Je trouve que ça dépend. C'est possible. Ah oui, il y a des duos. Tu as raison, il y a des versions duos. Ouais. Jurassic Park. Mais franchement, le matériel, il est vraiment beau. Tu as un petit insert où tout a bien sa place. On peut mettre la boîte à peu près dans tous les sens, ça tient. Vraiment très beau matériel. Je suis d'un côté contente de pas avoir craqué avant parce que je pense que, comme tu dis, il y en a en veux tu en voilà. J'ai juste un qui me fait de l'œil. Je pense pas qu'il va sortir en français. J'en ai pas entendu parler, mais ils vont faire une version de Witcher. Et là, ça me fait un petit peu envie quand même. Hein. Ah ouais, quand même. Mais bon, on croise les doigts pour qu'ils sortent pas en français. Il y a une version en anglais, il y a la version Tortue Ninja aussi, pour les fans de Tortue Ninja. J'en fais pas forcément partie, mais je sais qu'il y a des gros fans des Tortues Ninja, donc c'est clair. C'est des bons moyens de craquer. Et quand c'est des licences comme ça et que finalement le jeu est bon, bah tant mieux parce que ça peut amener aussi des personnes aux jeux de société juste grâce à la licence. Donc pourquoi pas. En tout cas, Unmatch, une belle série de jeux. Ouais, complètement. Nickel. À mon tour, alors là je vais revenir comme c'est assez souvent l'habitude pour moi parce que j'ai la chance de pouvoir un peu tous les tester du côté de chez Helvétique. En plus on les aime bien, ils sont suisses avec un jeu cette fois-ci, un tout nouveau jeu qui s'appelle le XOK, XOK. Alors c'est un jeu abstrait de joueurs, un peu dans le genre au niveau difficulté et puis accessibilité de Donuts, donc quelque chose de très familial. De nouveau un jeu abstrait où moi j'aime bien finalement ce genre de jeu abstrait quand les règles on les apprend en quelques minutes et puis qu'on peut jouer avec des enfants de 10 ans 8-10 ans et que tout le monde a du fun et qui peuvent aussi gagner. Après, bien entendu, si je me retrouve face à une personne qui a 150 parties d'Oxoc, en fait, je vais trouver que je vais pas du tout aimer ma partie. Voilà, c'est un peu le problème de ces jeux abstraits. Mais en tout cas, en jouant comme ça à des personnes qui n'y ont jamais joué ou très peu joué comme moi, j'ai trouvé ça très sympa. Dans cette boîte, qui est vraiment une boîte verticale, genre mini boîte dans laquelle on pourrait mettre une bouteille de vin, par exemple, on retrouve un tapis en tissu, c'est pas du néoprène, c'est du tissu. Assez sympa, même si c'est vrai que à titre personnel, ces tapis ils sont pliés depuis pas mal de temps dans la boîte et puis après quand tu les déroules, ils sont tout fins. Quand tu les déroules sur la table, en fait ils sont pas parfaitement plats. On pourrait leur donner un coup de fer à repasser si on veut, mais ça n'a pas été mon cas. Et puis finalement ça gondole un peu. Des fois je me dis un bon plateau en carton, c'est tout droit, c'est tout plat, ça fait très bien l'affaire aussi, mais bon, pourquoi pas, c'est original, ça rend très bien dans cette boîte, donc c'est en tout cas pas un point négatif en soi. Chaque joueur se voit remettre 14 poissons et 6 requins de sa couleur, donc on a soit les blancs, soit les noirs. Quand vous voyez les pièces, je ne vous dis pas que vous allez forcément reconnaître qu'il s'agit de poissons et de requins, mais une fois que vous savez lesquels sont les poissons et lesquels sont les requins, vous n'aurez pas de problème à vous en rappeler par la suite. L'objectif est d'aligner sur ce tapis et donc sur les cases qui sont sur ce tapis, d'aligner 10 poissons et ou requins de notre couleur. Donc d'avoir vraiment une chaîne de pions blancs ou noir en fonction de votre couleur, de 10 qui se touchent. Alors comment ça fonctionne ? À notre tour, on peut soit placer 2 poissons qui se touchent, donc on va mettre deux poissons l'un à côté de l'autre, soit on peut jouer un requin, et la particularité du requin, c'est qu'il peut manger forcément des poissons d'une autre couleur. Et puis les requins ont des encoches sur leurs jetons qui ne sont pas toujours les mêmes, et en fait ces encoches montrent quels poissons ils vont pouvoir manger. Donc déjà, ils peuvent manger le poisson sur lequel vous allez poser votre requin. À partir du moment où vous mettez un requin sur un poisson, c'est pas obligé. Plus,
il va manger entre 1 et 2 ou 3 autres requins, 3 autres poissons maximum, soit celui qui est devant lui ou derrière lui, soit les deux qui sont sur les côtés, etc. Voilà, ça dépend de ses encoches. Les poissons que vous mangez, vous les rendez à votre adversaire, donc il va pouvoir les rejouer. La particularité, c'est que les requins, bien entendu, une fois qu'ils sont posés, ils sont posés, ils bougent plus. Donc c'est vrai que les requins, t'en as un nombre. Toi, t'en as que 6, donc il faut pas les poser comme un taré dès le début, parce que tu vas être vite bloqué. Mais en même temps, ces requins permettent de créer une sorte de barrière qui empêche après ton adversaire de passer par là. Donc j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Je vous dis un peu comme Donuts, où j'ai aussi beaucoup de plaisir, et ça, je pense que ça va faire partie un peu de peu de jeux abstraits que j'ai et que je vais garder, parce qu'on les sort facilement, règles simples, accessibles. Et puis c'était cool, il y a des moments où tout d'un coup je me suis retrouvé avec 9 pions de ma couleur, mais paf, il y a un requin, ça me cassait la chaîne, donc j'en avais plus que une fois 4 et puis une fois 3 parce qu'il y en a qui ont été mangés. Puis ensuite, c'est l'autre qui se retrouve avec une suite de 9. Puis c'était de nouveau moi avec une suite de 9. Donc voilà, il y a un petit côté aussi un peu ping-pong, blocage, et puis de jouer au bon moment, le timing à quel moment on va jouer les requins. Voilà, c'était très cool. Une jolie réussite si on aime au moins un peu les jeux abstraits. Je pense que vous aurez plaisir à jouer à celui-ci, à le faire découvrir à votre entourage. Voilà, Xoc chez Helvétique. Ouais, ça a l'air vachement tactique là. Ça me va pas. Oui, alors ça reste un peu toujours tactique, comme un peu tous ces genres de jeux, mais voilà, c'est une tactique accessible. Et puis je te dis, partie. Là, il me marque 15 minutes, mais je pense que 10 minutes max, tu l'as fini ta partie. Ok. Donc ça va vite. On fait vite une revanche. Très bien. Cool. Xoc, t'as dit. Veux-tu que j'enchaîne avec un second jeu qui n'est pas du tout abstrait. Alors après, c'est pas la thématique qui va marquer des points, parce qu'il y en a pas. Mais je vais vous parler du jeu 1%. Ce jeu de chez Yellow, que j'avais pas mal entendu parler. C'est un jeu où l'objectif va être de lancer 2 dés, c'est des dés de 8 faces, et de réussir à faire 2 zéros. Voilà, on a lancé. La probabilité est de 1%, d'où le nom du jeu. Mais bien entendu qu'on va pas chacun notre tour lancer les 2 dés en espérant que enfin quelqu'un va réussir à faire 2 zéros, parce que ça serait ultra chiant et je parlerai même pas de ce jeu-là. Dans ce jeu 1%, il y a un petit côté Perudo, même si alors sur l'aspect annonce et bluff, je lui préfère très nettement le Perudo, mais il va un petit peu plus loin que le Perudo, parce qu'il y a d'autres choses. Vous allez tout de suite comprendre. Donc dans ce jeu, il y a 5 couleurs de cartes différentes, avec dessus, qu'est-ce qu'on a ? On a des requins, on a des éclairs, on a des étoiles, on a des trèfles, etc., avec chaque fois des couleurs différentes. Et puis sur ces cartes, il y a entre 1 et 5 de ces objets. Donc par exemple 1 et 5 requins. Chaque joueur a 3 cartes en main, et puis le premier joueur va faire une annonce, va dire 4 requins. Et puis c'est donc le total de tous les requins que les joueurs ont dans leurs mains. Donc si tu annonces 4 requins, tu penses qu'il y a au minimum 4 requins sur toutes les cartes des joueurs rassemblés autour de la table. Donc plus vous serez, plus ce sera intéressant, parce que plus vous pourrez monter. Bien entendu que le joueur suivant va être obligé de surenchérir. Donc il va pouvoir dire, moi je dis 5 requins, ou même il pourrait dire 8, s'il pense qu'il y en a beaucoup. Ou alors il change, il passe dans les étoiles, puis il va dire 5 étoiles. Jusqu'à un moment donné où il y en a un qui va dire non, moi je dis qu'il y a pas, je dis qu'il y a moins que 5 étoiles. Et puis là, au contraire de Perudo, on va révéler tout de suite, chaque joueur, autre joueur va dire si il pense qu'il y a au minimum 5
étoile ou pas. Donc chacun va se positionner et ensuite on va révéler. Donc s'il y avait 6 étoiles au total, bah, c'est celui qui avait annoncé qui a annoncé faux, qui perd quoi. Tous ceux qui ont annoncé faux vont perdre. D'accord ? Tu vois un peu le truc? Donc, vont être éliminés de la manche. Donc, si une personne a dit, ouais, il y a 5 étoiles, et puis il y en a un qui dit, non, tu mens, et puis il y en avait 6, donc non, il ne mentait pas. Donc, celui qui a dit tu mens va être éliminé, ainsi que tous ceux qui pensaient qu'il avait menti, et inversement, si ça va dans l'autre sens. Et on va jouer la manche jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une personne, donc un gagnant de la manche, et ce gagnant va pouvoir remporter 3 récompenses. Alors ces 3 récompenses, il peut faire entre 1 et 3 lancers de dés, c'est-à-dire qu'il peut dire allez moi j'ai beaucoup de chance, je lance les dés et s'il obtient 2 fois le 0, il va gagner. Mais il y a quand même peu de chance, comme j'ai dit, il y a 1% de chance. Ou alors il va prendre entre 1 et 3 cartes récompenses qui ont été révélées au milieu de la table. Et ces cartes récompenses sont soit des bonus qui te dit par exemple bah tu peux utiliser la carte pour relancer une fois l'un de tes 2 dés. C'est le genre de bonus que tu as sur ces cartes. Ou alors, sur la carte, tu as un chiffre, par exemple 2. Et à partir de maintenant, donc cette carte, tu la gardes devant toi, et à partir de maintenant, le 2 te fait aussi gagner. C'est-à-dire que si tu fais un lancer et que tu obtiens un 0 et un 2, tu gagnes. Ou tu obtiens 2-2, tu gagnes. C'est-à-dire que le 2 devient comme un 0. Donc plus tu vas gagner de manches, plus tu vas avoir de dés, de cartes avec une valeur de dés, plus tu auras de chance au moment de faire ton lancer de dés de réussir à faire les bons chiffres. Ok, oui, d'accord. Donc voilà. J'ai oublié de dire une chose, c'est qu'au début de la partie, pour savoir qui va commencer, on lance les 2 dés. Et là, s'il y a quelqu'un qui lance 2 fois le 0, il gagne immédiatement la partie. Donc ce 1%, j'ai trouvé ça plutôt marrant. C'est vrai que dans le style, si vous aimez le style Perudo, il faut pas forcément passer obligatoirement à 1% parce que moi le côté Perudo je l'ai trouvé un peu trop limité, donc je préfère encore nettement le Perudo sur ce côté bluff, ce côté annonce. Après c'était sympa, essayez d'y jouer au maximum, je pense. Moi j'y ai joué qu'à 3. Il faudrait vraiment que j'y rejoue à minimum 4. Je pense que la config idéale c'est 4, 5, 6 et peut-être potentiellement même à 6. Alors les parties vont durer un peu plus longtemps. Mais il y aura plus d'enchères, il y aura plus de rebondissements, sans doute plus fun à beaucoup. Voilà, c'était donc 1% chez Yellow. Cool. Tu veux en faire un 3e direct ? Je peux en faire un 3e direct, mais volontiers. J'ai tout ce qu'il faut, Donc là, on va prendre la direction de Tiki Edition et je vais revenir sur un jeu de 2023 qui avait été nommé cette année à Cannes, à l'As d'Or, dans la catégorie grand public, si je dis pas de bêtises. C'est Perfect Words. Ah oui. La boîte fait beaucoup penser à Lucky Numbers. C'est le même style de boîte. Par contre, c'est pas du tout le même style de jeu. Là, on est dans un jeu coopératif et tout particulièrement de mots fléchés coopératifs. Donc, si je te dis mots fléchés, tu vois un peu dans les journaux, ces cases avec des définitions, avec des flèches sur les côtés, et puis il va falloir trouver le mot. Et bien là, on va devoir ensemble créer notre mot fléché. Donc on va prendre des cartes qui ont des mots dessus et puis dès qu'il y a au minimum 2 mots qui se touchent, on va prendre une carte fléchée justement qui est numérotée de 1 à 10 et puis on va les prendre dans l'ordre et on va mettre le 1 à la suite, devant ou derrière ces 2 mots. Au bout d'un moment, on va avoir une grille avec toute une série de mots et puis avec des flèches justement. Et quand on a posé la 10e, chacun va prendre un petit papier et va devoir mettre sur ce papier un mot qui lui fait penser à ceux qui sont alignés devant le numéro. Donc par exemple, vous avez le numéro 1 et puis vous voyez animal, géant et feu. Et bien sur votre papier, vous allez peut-être écrire dragon.
Tu vois, ça te fait penser animal géant feu, ça te fait penser à dragon. Donc on fait ça pour les 10 mots. Une fois que tout le monde a rempli son papier, et c'est là que ça peut être un peu long, suivant avec qui vous jouez, vous allez révéler vos mots, et puis chaque fois que vous avez des mots en commun, bah vous allez marquer des points. Et plus vous aurez réussi votre association d'idées, plus vous marquerez de points. Donc c'est un jeu qui me fait pas mal penser à So Clover, parce qu'il y a ce côté association d'idées, mots. Par contre, alors c'est beaucoup plus studieux. Voilà, c'est peut-être plus fait effectivement pour ceux qui font les mots fléchés que ceux qui cherchent le jeu d'ambiance tout de suite. Perfect World. Ouais, moi Tu y as joué? Ouais, j'y ai joué, puis je me souviens, on s'est vraiment tapé des barres avec ce jeu. C'est vrai? Ah ouais? Ouais, Mais on a vraiment beaucoup ri, mais je me souviens plus ok. avec qui j'ai joué en fait. Tu vois, Je c'est sais bien, pas. ça fait des impressions un peu de parties différentes. Alors il est sur BGA, mais ouais, bon sur BGA, l'intérêt d'y jouer dans ton coin, donc là ça va pas aider. Moi j'y ai joué effectivement avec d'autres personnes comme ça autour d'une table. Il n'y a pas eu, oui, il y a eu quelques moments où on se disait mais pourquoi il me met ça ici? On n'a pas du tout la même idée, ou alors oulala ça va être, c'est des idées qui vont que tout le monde va avoir ou pas. Enfin voilà, tu peux partir dans certaines réflexions, mais c'est vrai que So Clover, je le trouve plus rapide, plus fun. Alors des fois c'est compliqué, puis on met un peu n'importe quoi, mais c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose qui se crée autour de la table. Ou Perfect World, j'ai entendu beaucoup de monde justement dire que ça peut être vite long, suivant les personnes avec qui tu joues, que ce jeu en 2 étapes, hein. D'abord on place les tuiles où bah voilà il y a pas beaucoup de choses qui se passent, et puis ensuite chacun est derrière son petit papier. Mais c'est vrai que tu peux le faire aussi un peu en mode fun, rigolade, et puis dès que quelqu'un pose un truc, l'engueuler parce qu'il l'a pas mis au bon endroit. Puis c'est vrai que tu peux je pense, le jouer d'une façon beaucoup moins studieuse. Moi en fait, le concept du jeu, j'ai trouvé ça cool. Je me dis mais il fallait avoir l'idée, et puis je trouve ça fun, je trouve que ça marche. Après, bah voilà, de nouveau, moi je suis pas un grand adepte des jeux de mots, d'association d'idées, et je trouve que So Clover le fait déjà tellement bien que j'ai pas vraiment envie, vu que je le sors déjà pas très souvent, et si je veux sortir ce genre de jeu, je sortirais So Clover plutôt qu'un Perfect Words. Par contre, ceux qui aiment justement ce genre de jeux avec des mots, des associations d'idées, donc des jeux coopératifs, eh bien vous pouvez y aller parce qu'il va sans doute vous plaire, et puis il y a beaucoup de tuiles avec beaucoup de mots différents, et je comprends tout à fait qu'il puisse plaire. Il m'a plu, hein, ça m'a pas déplu, mais voilà, je trouve qu'il y en a d'autres qui le font un peu mieux. Toi aussi tu comprends qu'on puisse aimer. Je comprends qu'on puisse aimer. T'as failli le dire. J'ai failli en pensant à toi. Je suis un peu en train de m'étouffer, toi. Ouais, non, chacun son tour. Ça, c'était la dernière fois. Crever à chaque fois qu'on et j'ai plus rien à boire autour de moi. Tout est vide. Tiens. À part des mouchoirs. Ouais, je te rejoins aussi sur So Clover. Moi, c'est je crois, mon jeu de mots, on va dire, préféré, même si c'est pas forcément mes jeux préférés non plus, quoi. Mais avec So Clover, comme tu dis, c'est rapide, on se marre bien. C'est tellement loufoque des fois les mots, puis des fois tu te dis mais je suis sûre qu'il va trouver, mais non, on pense pas du tout de la même manière. Je trouve ça assez fun. Mais franchement, avec Perfect Works, on avait beaucoup ri parce que on essayait. Je me souviens plus exactement de comment ça se joue, mais l'idée, c'est que tout le monde trouve le même mot. C'est ça, hein. Tu notes, chacun note un mot, et puis on essaye d'avoir le même, il me semble. Exactement, le but, c'est d'avoir le même, valider. Bah oui, puis on essayait de faire deviner des trucs un peu cons, en fait. C'est là où c'est rigolo, parce que tu vois des trucs. Oui, tout à fait. Tu vois poil, sirène, puis les gens, ils sont là, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Et je trouve marrant ce côté, what the fuck, puis l'autre, il est là, mais si, tu vas faire. Là, c'est juste, en fait, pas du tout. Le résultat est assez naze. Donc, on n'était pas très bon, mais on a beaucoup rigolé quand même. Bah, c'est le principal. Oui, exactement. Voilà. Perfect Words. Allez, je te repasse la main, là, Miss. Ben oui. Très bien. Alors, faut que je boive aussi. Oh, ça y est, elle pouvait pas boire quand on a fait la coupure. Non. Exactement. Non, elle devait attendre. Voilà. Pour être sûr qu'on la coupe pas en train de boire sa Valzer colorée. Je pense qu'elle a mis dans sa bouteille, mais ça transpire pas l'eau, quoi.
En parlant de mettre des trucs dans des trucs. Enfin, bref, le jeu dont je vais vous parler, c'est Narcose. On va comprendre tout de suite. Qui est un jeu Kickstarter que j'avais backé pour soutenir des petits auteurs suisses, qui se sont d'ailleurs auto-édités. Il s'agit de Snappy et Biquette. Et donc, Narcose, c'est un jeu de société compétitif pour 2 joueurs. Donc vraiment de l'affrontement basique, et deck building, où en fait on va jouer un trafiquant de drogue et on va essayer de dominer le marché des stupéfiants d'une ville. Et puis voilà, c'est vraiment un deck building classique, j'ai envie de dire le plus classique possible, où on aura une rivière de cartes, enfin chacun des decks de départ identiques, et puis on va les améliorer en achetant des cartes, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Mais ce qui est rigolo, c'est que voilà, sur chaque carte, on va avoir des différentes drogues, et puis tu vas devoir faire comboter les drogues entre elles, et puis il y a une bonne synergie de jeu. Donc sur un deck building classique, on achète, enfin on a un certain nombre de points, donc c'est pas des bitcoins, c'est des Dogecoin, je crois, la monnaie du jeu. On va pouvoir acheter des nouvelles drogues et puis jouer les cartes, faire des effets. Et puis le but étant soit de mettre notre adversaire KO, on le conduit à la mort clinique, soit de l'envoyer à l'hôpital psychiatrique parce qu'il aura pris trop d'hallucinogènes. Et puis on va devoir... on peut utiliser aussi des cartes réduction des risques. Et en fait, ce qui est intéressant derrière ce jeu, c'est que justement, cette équipe... donc Snappy et Biquette font partie d'une association qui est l'association Psychonautes, qui est aussi un blog psychonautes.fr, qui est actif dans la RDR, donc réduction des risques, qui est une approche qui vise à diminuer les conséquences négatives liées à la consommation de drogue. Donc c'est vraiment plutôt que se concentrer uniquement sur l'abstinence, puisque c'est pas si simple, même si je connais pas beaucoup ce domaine-là, mais c'est de minimiser les dommages sanitaires, socio-économiques pour les individus et les consommateurs de stupéfiants. Par exemple, elle va mettre elle va mettre à disposition du matériel stérile pour des injections, mettre en place des salles de consommation supervisées. D'ailleurs, il y en a à Lausanne, sauf erreur. Donc voilà. Et puis c'est fait dans un cadre sécurisé. Et donc ces deux personnes sont actives dans cette association, et je trouve intéressant qu'ils aient fait un jeu en lien. Donc bien sûr au début on se dit c'est rigolo, puis en fait en allant plus loin, il y a quand même tout un sens derrière. Donc j'ai vraiment trouvé chouette d'avoir participé à ce Kickstarter. J'avais l'impression de revenir un petit peu aux bases du Kickstarter, qui était de soutenir des petits auteurs de jeux et pas forcément des grosses boîtes avec plein de figurines. Donc c'est assez sympa. J'attendais vraiment pas grand chose de ce jeu, hein. Je sais même plus pourquoi je l'avais backé. Je crois que c'est quelqu'un qui a mis sur Discord, qui connaissait les auteurs, puis qui a dit si ça vous intéresse. J'ai ouvert, j'ai cliqué, c'était peut-être, je sais pas, 20 balles, je sais même pas. Ah ouais. C'est vraiment pas Je me demandais justement si tu les connaissais, vu que t'avais backé. Moi, ça me disait rien du tout, alors. Vraiment pas. Et ouais, c'est un petit deck building fluide qui tourne bien, partie rapide, des combos plaisants. Vraiment, je pense que tu peux initier à peu près. Alors n'importe qui, on s'en. Oui, alors il y a la thématique derrière. Hein, on est bien d'accord. Ils travaillent dans le milieu plutôt pour aider, mais là, j'ai l'impression que pour gagner, tu dois quand même refourguer ta drogue à l'autre. Enfin, tu dois. Oui. Bien sûr, ouais, tout ça. T'as pas le rôle du gentil, on va dire. T'as pas du tout le rôle du gentil. On est vraiment des crevures dans ce jeu. Hein. Ça, c'est clair et net. Le jeu se veut pas à titre préventif. C'est pas un jeu sérieux du tout. Donc voilà, c'est juste l'histoire qui est derrière. Hein, il est 18+. Donc. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Puis c'est rigolo parce que t'as vraiment 18+, toi. 18+. Puis en fait, on a reçu avec le Kickstarter une espèce de pochette. On appelle ça des pochons. On apprend plein de trucs du coup sur sur les drogues et ses contenants. Et donc ouais, t'as vraiment ces petites pochettes dans lesquelles tu peux mettre tes cartes. Ils ont fait deux petites extensions, ou 4 même petites extensions avec des personnages. C'est le For Lab Use Only. Et ça rapporte un peu un personnage clé qui va te donner une direction à suivre pour la synergie des cartes, quoi. Mais ok. Voilà, franchement, c'est assez marrant. Ouais. Écoute, y a l'air d'avoir des cartes avec quand même pas mal de texte dessus. Je suis toujours un peu, je me méfie toujours un peu. Mais ça va. Mais pas. Franchement, c'est vraiment, ça se répète quand même pas mal, hein, les effets. Ouais. Une fois que t'as fait 1 ou 2 parties, c'est hyper fluide. Il y a vraiment pas d'analysis paralysis quand tu joues. C'est rapide, simple, efficace. Ça révolutionne vraiment rien, mais ils ont très bien fait ce qu'ils proposent, quoi.
Bah, écoute, à 18 €, de toute façon. Et en plus, tu l'as joué. Moi, je connais des jeux Kickstarter qui ont coûté beaucoup plus cher à certaines personnes qui n'ont jamais été joués. Donc, non, bien entendu. C'est Non. clair. C'est clair. Mais ouais, ça, je te fais volontiers tester une fois parce que moi, je pense que ça vaut quand même la peine. Puis ils ont des petits textes d'ambiance dessus pour rajouter Entre des deux petites touches shoots. rigolotes. Entre deux shoots. Exactement. On sera une petite partie de Narcos. Mais voilà, très 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 sympa ce jeu et puis voilà. Je pense qu'il est encore disponible mais que sur leur site. Il me semble pas qu'il soit disponible ailleurs. Donc c'est narcos.net et je l'ai fait ajouter sur MyLudo si vous voulez aller regarder. Oui, j'y étais dessus d'ailleurs à l'instant. Il y était pas en fait. J'ai fait ajouter. Ah, c'est beau ce que tu fais. Et tu vois. Ça, j'ai fait pas mal de fois quand même. Ouais, j'imagine. Faut signaler, il y a une belle communauté à part ça derrière MyLudo parce que il traite à une vitesse tes demandes, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est Tu hyper fais une rapide. remarque ou tu demandes des nouveaux jeux, je pense qu'il y en a toute une série, il doit avoir une sorte de petite notif qui s'ouvre et hop, le premier qui le prend Ouais, traite. carrément. Par contre, c'est vrai que pour entrer des jeux absents, alors je pense que ça simplifie chez eux, mais avant c'était quand même beaucoup plus rapide et simple. Maintenant, il y a des moments où je me dis, tu sais, t'as 3 pages avec toute une série d'infos à Oui, mettre. tu dois mettre beaucoup Tu d'infos. dois mettre les photos, tu dois mettre... Donc c'est vrai qu'on leur fournit tout, ce que je peux comprendre, mais c'est vrai qu'il y a quelques fois où je me dis, ah, il est pas encore. Avant, je faisais vite l'inscription, maintenant je fais, ouf, est-ce que j'ai vraiment envie de remplir Mais tout ça? écoute, là, moi, j'ai pas dû mettre de photos. Par contre, j'ai dû mettre la description, les façons de gagner. Je sais plus Ah bon? le nombre Ah, de oui, cartes. peut-être C'est encore, ce que j'ai dû mettre, mais il me semble pas que j'ai dû mettre de photos. alors, J'ai mis le lien du site. soit ça a changé, soit c'était autre chose, soit... Ouais, je sais pas. Écoute, Ouais. En tout cas, ils ont à voir. rajouté ça, plus les extensions. Donc, ils ont fait ça très bien et très vite. Très Ça, bien. je peux mettre mes parties Réactif. maintenant. Bravo MyLudo. Ah bah oui, c'est important. Parce que sinon tu joues pour rien. Ouais, Si tu c'est veux ça, pas j'ai noter dû la mettre partie, prototype, je sais pas combien. la partie est inutile. C'est bien Exactement. connu si on peut pas en tirer des statistiques. Exactement. À mon tour, plus souvent qu'à mon tour, je vais vous parler de Décal parce que oui, j'y ai joué cette fois-ci. Donc je vous en avais déjà parlé. C'est ce jeu de chez Gigamic, toujours dans leur boîte Biseau. Certains disaient ça va être le nouveau Skyjo. Gigamic, j'ai pas l'impression qu'il soit positionné là-dessus, hein, mais c'est vrai que beaucoup se demandaient va-t-il prendre des parts de marché à Skyjo. On se dit la même chose maintenant avec Duck and Cover. Pour Décal, alors on se retrouve devant un jeu où chacun va se voir remettre 16 petites cartes carrées que l'on va disposer face cachée. On va les mélanger, on va les disposer face cachée en 4 par carte. 4 par 4. Ah, c'est pas facile, on a déjà remarqué ça la dernière fois. Ah, ils peuvent pas faire du 5 par 5, c'est beaucoup plus simple. Donc, mais là, on fait en 4 par 4. On les positionne et puis tous ensemble, on va prendre une des cartes qui se trouve où on veut parmi nos 16. On va les laisser face cachée, on va les mettre au milieu de la table. Une fois que tout le monde a choisi sa carte, on va les révéler et le premier joueur va en choisir une et va la glisser dans son tableau à la façon d'un taquin. Vous savez, ces petits jeux de taquin où on glissait sur des petits trucs plastiques là. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la carte et puis vous allez la mettre soit tout à gauche, tout à droite, tout en bas ou tout en haut de la colonne où il vous manque maintenant une carte et vous allez les faire glisser. Donc vous allez les déplacer. Vous ne pouvez pas juste, si vous prenez la carte tout en haut d'une colonne, vous pouvez pas prendre la nouvelle et puis la mettre tout en haut. Vous êtes obligé de faire glisser au minimum une carte. Donc vous allez la faire rentrer soit par en bas, soit par la gauche, soit par la droite. Et puis vous allez faire ça pendant 16 fois jusqu'à ce que toutes les cartes dans votre tableau soient face visible. Et le but, ça va être de les regrouper par valeur. Parce que à la fin de la partie, si vous avez au minimum 2 cartes d'une même valeur qui se touchent, vous allez les supprimer. Vous allez les sortir de votre tableau et on ne va compter que les points des cartes qui sont toujours présentes à la fin sur votre tableau. Donc par exemple, si vous avez un 10 tout seul, il va rester et il va vous faire 10 points de pénalité. Donc c'est pas bien. Si vous avez un 1 tout seul, c'est pas trop grave parce qu'il vous fera qu'un point de pénalité. Mais si par contre vous arrivez à avoir
que des cartes qui sont au minimum 2, voire 3 fois ou 4 fois et qui se touchent, bah vous finirez avec un tableau vide, donc 0 point de pénalité, et il y a de grandes chances que vous gagniez la manche. Donc le concept est plutôt sympa. J'aime bien ce côté où on fait glisser les cartes, où on essaye de regrouper les valeurs entre elles. Il y a bien sûr une grande différence dans les manches où vous allez jouer en premier, parce que vous allez pouvoir choisir en premier, et celle, si vous jouez à 4, bah, je peux vous dire souvent la 4e carte qui vous reste, c'est vraiment pas celle que vous vouliez, elle correspond pas du tout aux valeurs que vous avez, donc vous pouvez quand même pas mal embêter vos adversaires. Après, j'avoue que moi, à chaque fois que je joue au Skyjo avec le même groupe de potes, on met quand même pas mal d'ambiance autour de la table, ça rigole, tiens, prends ça, et tiens, tu vas garder ci, tu vas garder ça, on révèle, ah putain, je lui donne un moins, quel con. Là, à Décal, il n'y a pas ce genre de choses qui se passent, c'est-à-dire qu'on est quand même plutôt en mode assez studieux, on regarde, on observe, on glisse nos cartes. Il y a le hasard aussi des cartes qui sont à disposition, qu'on a au départ dans notre jeu. Alors bien sûr que le Skyjo, il y a aussi énormément de hasard, hein, ça je dis pas. Mais ça fonctionne. J'ai trouvé fun. Je pense pas que je vais avoir beaucoup envie de le sortir. Maintenant, ceux qui ont fait le tour du Skyjo, ceux qui sont passés à Duck and Cover, mais sans passer par la case Décal, eh ben, je peux les encourager à prendre Décal. Parce que ils méritent tout autant, voire peut-être même plus pour certains que Duck and Cover à être joué. Donc Décal de chez Gigamic qui est plutôt assez plaisant dans ce genre de jeu. Après, si vous n'aimez ni Skyjo ni Duck and Cover, je doute que vous preniez votre pied sur Décal. Mais voilà, peut-être aussi un petit peu plus pour ceux qui aiment bien les jeux dans les magazines, les choses comme ça, on s'y retrouve aussi peut-être un peu plus facilement avec Décal. Ok. Petit jeu. Je t'en refais un petit deuxième là? Ouais, tu peux. Ou t'as encore du stock? K, hein, c'est ça. Pardon. C'est Décal avec un K au Avec milieu. un K. Exactement. Okay. Très bien. Vas-y, fais-nous Décale un petit tes cartes. deuxième en stock. Alors là, c'est un jeu de rapidité. Donc un jeu de rapidité, oui, mais en temps réel, collaboratif, qui s'appelle 3 minutes Crazy Café. Voilà, je vous ai fait 3 minutes Crazy Café. Tu sais, je vois dans les ce jeu, Benji, là. Ah oui, tu vois les jeux de Benji, oui, tout à fait, exactement. C'est un jeu de chez Yellow, petite boîte, dans lequel vous allez devoir servir des commandes. Donc ces commandes sont représentées sur des cartes, et puis ces cartes, eh bien vous en avez un certain nombre au début de la première manche. Vous allez en ajouter à la deuxième, puis à la troisième. Donc ça se joue en 3 manches, et à chaque manche vous avez 3 minutes pour essayer de servir un maximum de ces cartes commandes. Donc vous n'allez pas avoir pendant la même manche des cartes qui vont venir s'ajouter continuellement. Mais vous en avez, je ne sais plus exactement, je crois que vous en avez 5 au départ, 5 ou 6. Et le but, c'est d'en servir le plus possible, parce que si vous n'arrivez pas à toutes les servir, celles qui n'auront pas été servies complètement, eh bien elles vont rester là. Et en recommençant de zéro, elles vont rester là pour les manches suivantes. Donc ça veut dire qu'après, vous en aurez un peu trop aux manches suivantes. Et puis nous, autour de la table, on a des cartes. Et ces cartes représentent des aliments qui sont présents sur les commandes, des gâteaux, du café, du coca, une addition, etc. Il y a encore des dés, il y a des dés qu'on peut lancer. Et sur chaque carte, pour qu'elle soit validée, il faut qu'il y ait un dé qui soit posé. Et sur ces dés, eh bien, il y a également les aliments, un peu la même chose qu'on a sur les cartes. Et donc, on lance le chrono et c'est parti. Donc, le premier joueur, il va jouer. On peut se dire tout ce qu'on veut, hein. Il peut se dire, moi, si jamais j'ai des cafés, donc, soit vous posez une carte, soit vous piochez une carte, vous pouvez pas faire les deux, soit vous relancez les dés qui n'ont pas été placés sur les cartes parce que malheureusement les faces des dés ne correspondent pas à ce qu'il faut sur les commandes. Donc c'est assez frénétique. C'est pas on joue quand on veut, c'est quand même on joue à son tour. Et voilà, ceux qui aiment bien ces petits jeux de rapidité, petite boîte, rapide, efficace, moi je trouve que ça fait pas mal le job. Il y a un mode avancé justement où ça rajoute des difficultés avec plus d'éléments dans les commandes. Après, c'est vrai que moi j'ai tendance en fait des fois à finir les parties ou les manches de genre de jeu un peu énervé. Et puis pendant la manche, en fait, j'ai tendance des fois à m'énerver par rapport aux autres parce que j'ai envie en fait que ça joue vite.
Et puis il y en a qui réfléchissent trop et ça m'énerve. Et des fois en fait je m'énerve et c'est pas bon quand même de C'est pas bien, s'énerver quand c'est on pas joue à des bien jeux comme ça. avec ça. Parce que tu dis à ta famille, tu dis, on va faire un petit jeu sympa, là, tu sais, c'est vendredi soir, au moment de l'apéro. Puis je suis là, mais joue, mais tu fais quoi? Mais pourquoi tu joues pas? Mais relance les dés. Mais non, mais t'as pas compris, mais tu pioches. Mais je peux piocher. Mais oui, tu peux piocher. Quel tyran. Et après, t'es là. Bon. Deuxième manche. Alors on se concentre, hein, maintenant, on n'est pas là pour rigoler. Donc voilà, ça marche bien, mais il faut que je respire et je me dis, c'est pas grave si on n'y arrive pas, David, c'est pas grave. Calme-toi, on reprend. T'as des traumatismes en ayant bossé dans un McDo ou bien même pas? Non, j'ai pas bossé dans un McDo, non, jamais de ma Voilà. vie. Mais c'est vrai qu'avec Kites, t'as aussi, mais t'as pas le chrono finalement avec Kites, hein. Donc c'est plus toi de la une sorte de coordination entre vous. Tu peux aussi te parler, et c'est un peu moins. Mais c'est vrai que des fois à Kites, quand c'est à quelqu'un et puis il sait pas que c'est à lui, ça agace un peu. Il pioche pas. T'es là, pioche. Donc moi déjà dans les jeux habituellement, je dis toujours pioche, parce que je vois que les autres oublient toujours de piocher. Ça c'est vraiment. Je crois que c'est la pire des maladies ça dans les jeux. C'est j'oublie de piocher. Ah ouais. J'oublie de piocher. Ouais. Et quand en plus c'est dans des jeux où il faut être un peu rapide, ça agace un peu quand même. Bref. 3 Minutes Crazy Café, bah voilà, plutôt cool pour ce que c'est, hein. Ça prétend pas être un grand jeu de l'année, mais voilà, si vous aimez bien ces petits jeux de rapidité, 3 manches de 3 minutes, donc avec la mise en place en 10 minutes, vous avez fait, c'est plié, vous avez fait la partie, vous pouvez en relancer une autre. Vos enfants, c'est super. Vous avez fait pleurer vos enfants, vous êtes pris une claque de votre femme, un pied aux fesses de votre mari, c'est parfait. Bonne ambiance à la maison pour le week-end, voilà. Je vous le recommande vivement. Dès 6 ans, donc voilà, vous pouvez engueuler les enfants très jeunes déjà, c'est bien. Ils auront plaisir à jouer avec vous à l'avenir. C'est clair. Tu sais qu'il me tente pas mal ce petit jeu parce que moi j'aimais bien à l'époque ces jeux sur smartphone là où tu dois vite rendre des commandes. Ouais, les trucs des services, ouais, ça j'aime bien ça. J'aimais bien donc j'ai bien envie de Mais tester. tu sais, en plus c'est une carte et puis t'as les commandes, toi les aliments qui sont sur la carte et tu dois mettre tes cartes sur cette carte-là. Mais en cachant que l'élément que t'as servi. Bah ouais. Donc en plus tu dois poser un peu délicatement, tu mets donc à mon avis avec que des joueurs, que des joutus autour de la table, ça peut être fun parce qu'on va s'engueuler mais on sait pourquoi puis on rigole. Voilà. C'est ça, tu le prends à cadeau. Je l'ai plus à la maison, il est dans la salle de jeu au musée, mais je peux, si j'y pense, je le prends volontiers. Ouais. En tout cas, les règles ne s'oublient pas d'une fois à l'autre, c'est l'avantage aussi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça me fait penser, j'avais joué chez Mathieu, enfin pas chez Mathieu, mais avec un jeu de Mathieu, c'était Laichi peut-être. Il en a fait un autre? Non. C'était Miss Poutine, je crois. Ah oui, j'ai déjà entendu ce nom, mais jamais joué ça. C'était un peu ce genre-là, et on a fait une journée jeu je crois que c'était chez Emma, il me semble, mais on faisait un bordel autour de cette table. En fait, tu peux pas jouer avec d'autres personnes qui jouent à d'autres choses autour, à ce genre de trucs. Parce que tu te hurles, enfin, on se hurle dessus. Bah oui. Donc, c'est tout l'avantage, effectivement, de ce temps réel, de ce genre de jeu, c'est que, en temps limité, comme ça, bah, forcément que ça gueule. C'est clair. Surtout si tu joues avec des gens que tu connais et puis que t'engueules déjà habituellement quand tu joues pas, toi. C'est clair. J'enchaîne avec un autre type de jeu, vraiment rien à voir pour le coup, l'univers. C'est Tamashii Chronicle of Ascent, qui était un financement participatif sur GameFound, qui est un jeu d'aventure un peu cyberpunk pour 1 à 4 joueurs. C'est un jeu coopératif qui a été édité par Awaken Realms Light. Ah oui, tout à fait. Alors, je connaissais pas, moi, en fait. Ah, tu l'avais pris celui-là? Non, j'ai pas pris. J'ai fait une journée jeu chez Dylan des Hauts Plateaux. Ok. Et puis donc alors une journée jeu, on a joué qu'à ce jeu. Hein, ça laisse imaginer. Je crois que c'est vraiment un coup de cœur de Martin Lafrenière. Ah, intéressant. J'ai souvent entendu, il s'attendait vraiment à rien, il savait pas, voilà, à quoi s'attendre, et il a adoré ce jeu.
Ah, intéressant ça. Mais ouais, je comprends parce que, bah, pour le coup, en gros, on va choisir un personnage. Chaque personnage est doté de capacités uniques, hein, on va dire. Et puis on a un petit plateau personnel qui représente un genre de pad de programmation. On va dire ça comme ça. Et puis le plateau Un bleu sur taquin, un lequel... taquin. un ta- Tu peux jouer, euh, tu peux jouer à décal dessus, si tu veux. Eh mais franchement, alors les tuiles c'est un peu petit l'espace, mais tu pourrais. Ah, tu vois. Et c'est du Exactement. 5 par 4. C'est C'est du plus facile à dire. Oui, exactement, c'est du 5 par 4. Et donc, tu as en fait, le plateau central où on va se déplacer, c'est des tuiles que tu vas, enfin, des tuiles modulaires avec différents lieux qu'on va pouvoir explorer, même si tu vois pas vraiment quel lieu c'est, hein, c'est vraiment tout très violet rose, voilà, très cyberpunk. Et puis, on aura en fait 25 scénarios dans le jeu qu'on va pouvoir faire. Donc, c'est des scénarios assez longs, hein. Là, je crois qu'on avait fait plus de 3h30, 3h30 à 3 Pour faire le premier. pour faire, je crois que je sais pas si c'était le premier, mais c'est pas forcément suivi, si j'ai bien compris. Tu peux choisir en fonction de la difficulté et puis de la longueur. Et là, on a pris un court, Ah, bah il écoute, me il a semble. bien fait. Dylan pourra peut-être me corriger, mais il me semble que c'était un court, donc voilà. Et on aura un deck de cartes spécifique, des jetons ressources. Et il y a une mécanique un peu, enfin, qui est assez principale, c'est une mécanique de backbuilding dedans où on va essayer de faire des programmations sur notre plateau personnel pour pouvoir lancer c'est pas des sorts du coup, comment ils ont appelé ça? C'est bon, bref, on va devoir programmer des choses puis lancer des hacks. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ok. Et puis donc, tu vas révéler des tuiles, avoir des objectifs de scénario. Là, le scénario s'était fait un petit peu en deux phases. On devait prendre un colis, le livrer à certains endroits. On va bien sûr avoir des ennemis sur notre chemin qu'on va devoir battre. On va augmenter nos compétences personnelles. On va améliorer notre équipement. Donc, il y a vraiment ce côté un peu campagne classique avec ces scénarios. Puis ce petit côté backbuilding en plus qui alors, il y a un petit côté puzzle game, justement, avec nos jetons qu'on va piocher de notre sac pour placer sur notre plateau personnel et sur notre pad. Et puis, on va devoir réfléchir à l'ordre dans lequel on met nos jetons, comment on les dispose, pour pouvoir ensuite faire des combinaisons pour justement lancer ses compétences. Et alors ça m'a pété le crâne. Alors ça, et c'était pendant 3 heures. Franchement, dur. Pour moi, c'était un peu dur, mais bon. Donc c'était Il n'y assez a pas que fun. le Et puis Poliomino, donc. non, c'est vraiment ce placement quoi. En fait, tu dois le fait de voir une figure sur une carte et puis de me dire bah je dois reproduire ça sur mon plateau, mais ça va pas se faire en une fois, ça va se faire en Mhm. plusieurs fois. Donc tu dois anticiper où tu places tes jetons pour pouvoir. Après, t'as des déplacements, mais t'as un nombre de déplacements limité. Donc tu te dis ok. J'ai 3 mouvements sur mon plateau. Comment je fais pour arriver à mettre ce jeton rouge là tout au début, puis à déplacer l'autre, puis oh, mais c'est un casse-tête. Donc je m'attendais pas dans un jeu en fait de campagne comme ça. Je m'attendais plus à un truc un peu roleplay finalement. Je m'attendais pas à Mhm. cette programmation vraiment puzzle quoi. Mais enfin voilà, c'était quand même c'était assez sympa. Ce système de programmation finalement c'est assez innovant. Hein, c'est très stratégique. Ça allonge un petit peu la partie, je pense. Mais d'un autre côté, il y a entre chaque phase, t'as quand même un petit peu de narration. Il se passe des choses. Tu dois quand même faire certains choix. Et puis cet aspect coop est assez intéressant, pardon. Et puis tu peux en fait changer de corps. Donc tu vas essayer. Ouais, c'est assez particulier, mais tu peux choisir un nouveau corps qui va être plus performant. Et puis, quand tu vas affronter des boss, ben voilà, plus ton corps va être performant, mais plus tu vas pouvoir être agressif et puis améliorer tes jets de dés, puisque bien sûr, il y aura des jets de dés comme dans ce genre de jeu généralement pour les combats. Donc non, c'est assez sympa. C'était finalement plutôt immersif. Par contre, ouais, c'était pour moi trop long par rapport à ce que ça me faisait ressentir. Mais ça, c'est vraiment personnel à cause de cette histoire de puzzle game un peu. Donc voilà. Et c'est très,
volumineux. C'est une grosse boîte, il y a plein de matos, Figurine. plein de figurines. Les figurines sont pas vraiment nécessaires d'après moi dans ce type de jeu. Donc voilà, c'était une bonne expérience. J'ai beaucoup aimé ma partie, mais c'est pas un jeu que j'achèterais moi personnellement parce que voilà. Je crois que c'est un jeu qui fonctionne très bien en solo aussi. Je pense que c'est le genre de coop où si on trouve assez long, bah peut-être que on va peut-être un peu plus apprécier à le faire seul. Comme ça, seul responsable de la longueur de la partie. Ouais, tout à fait. Très bien. Bah, ce qui est bien au moins, c'est qu'avec ce Tamashii, on peut mettre tous les jeux dont j'ai parlé, on peut les ranger dans la boîte de Tamashii. Voilà. Ah, complètement. Là, je pense, ouais, Tout tient, sans aucun problème. Voilà. Rien dedans. Ouais. Au moins, si vous ne jouez pas Tamashii, bah, rangez les autres jeux dedans, ce sera parfait. Mais c'est clair. Puis tu sais, il y avait un côté parfois un peu, j'ai trouvé parfois un peu fiddly, comme on disait, je sais plus quel était le terme, alambiqué, c'était ça qu'on avait. Exactement, alambiqué, ouais. Parce que tu accumules des compétences au fur et à mesure, puis en fait, à chaque fois, il faut dire, ah ouais, non mais attends, quand je faisais ça, je pouvais faire un déplacement de plus. Ah mais attends, moi je pouvais en fait dépenser un jeton comme ça pour faire ça en plus, puis ça devient vite un peu brouillon au fil de la partie, donc faut tolérer les rollbacks. Ça c'est un petit message direct à notre cher Mathieu. Bon là c'est du coop, donc je pense que il serait ok. Mais voilà, sinon plutôt une bonne expérience quand même globalement. Super. Et c'est très bien. Magnifique. Je reprends la main et là, je vais vous parler, vu que c'est bientôt Noël, et que dans la journée Carletto, on nous a aussi fait tester des jeux enfants. Je vais vous parler de 2 jeux enfants que j'ai testés à cette journée et un autre que j'ai testé ici à la maison. Pourquoi les jeux enfants? Finalement, on en parle de moins en moins sur le podcast parce qu'on a de moins en moins de jeunes enfants dans nos familles. Et puis, j'ai trouvé assez intéressant de remettre un peu la main sur ce type de jeu, surtout dans l'idée de potentiellement pouvoir en offrir à mon entourage. Et le premier qu'on a testé, alors là, c'est dès 3 ans. C'est chez Abba, ça s'appelle, attention, accroche-toi bien, Les Petits Amours de Maman Vautour. C'est beau, non? Là, tu vois Benji, là. Tu le vois, Benji? Là, s'il est dans sa voiture, là, il vient d'avoir un accident. Je pense qu'il a planté sur les freins et, et c'est fini. Alors, Les Petits Amours de Maman Vautour, c'est un jeu qui se joue dans la boîte. Donc, vous ouvrez juste le couvercle et puis vous allez jouer dans le reste de la boîte, parce que c'est un jeu où on va créer un nid, donc le nid de Maman Vautour, en équilibre sur les bords de la boîte, où on va devoir, donc chacun notre tour, on lance un dé, c'est coopératif, on lance un dé, sur ce dé ça va nous dire de mettre une feuille par exemple, donc on va prendre une grande feuille ou une petite feuille, ça dépend de ce que nous dit le dé, que l'on va mettre en équilibre. Et le but, c'est de créer le plus grand nid possible, idéalement qui soit le plus stable, parce qu'on a 8 œufs à installer dans le nid et il faut éviter qu'il tombe au fond de la boîte, parce que suivant où il tombe, après il y a des vautours qui arrivent. Bref, nous quand on a joué, on a réussi à tout poser sans que les vautours arrivent, donc on a sauvé les 8 œufs, c'était magnifique. Mais finalement, j'imagine des parents qui ont des enfants de 3 ans jouer à ça, et très franchement, c'est pas déplaisant, hein. Même pour les parents, je pense que les petits vont adorer y jouer, même tout seuls, même peut-être sans lancer le dé. Et quand après vous jouez avec des enfants comme ça en bas âge, autant que ce soit un jeu où finalement vous prenez aussi un peu de plaisir à faire. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt rigolo, avec un beau matériel chez Abba, donc Les Petits Amours de Maman Vautour. Là, on prend un peu d'âge, parce que je vais vous parler les 2 jeux suivants sont dès 6 ans. Et puis ça, là, on n'était que entre des adultes et on a beaucoup rigolé. Ça s'appelle Rondin des Bois. Donc, Rondin des Bois est un jeu de construction et de rapidité. Donc voilà, il y a de la dextérité, il y a de la rapidité. On a chacun des rondins en bois, donc des objets en bois de taille, de forme et de couleurs différentes. On va révéler une carte qui va nous donner la forme que l'on va devoir reproduire, et le but, ça va être de reproduire ce modèle, ce plan, le plus vite possible. Mais à chaque fois, il y a une contrainte.
À chaque manche, il y a une contrainte. Il y a 6 manches. Et dans les contraintes, ça peut être n'utiliser que votre main gauche. Une autre contrainte, ça peut être d'utiliser que les 2 pouces. Donc, vous devez prendre toutes vos pièces qu'avec les 2 pouces. Une autre contrainte, ça peut être d'utiliser 2 doigts d'une seule main. Mais forcément, c'est pas les 2 premiers. Ça va être le troisième et le deuxième et le quatrième. Et puis, vous avez un peu l'impression d'être un peu handicapé quand vous prenez vos pièces. Dès que vous avez réussi à reproduire la forme, au milieu de la table, il y a des castors, en petits meeples en bois. Et puis, vous allez devoir les mettre en équilibre sur votre forme. Et plus chaque castor que vous allez mettre, donc la forme reproduite, c'est 3 points. Et chaque castor supplémentaire est 1 point. Et dès qu'il n'y a plus de castor au milieu de la table, la manche s'arrête. Donc vous avez intérêt à aller vite et à vite mettre vos castors. Le problème, c'est que si en posant un castor, vous faites déguiller toute votre forme, eh bien vous avez tout perdu. Donc voilà, il faut savoir où s'arrêter. Eh bien on a beaucoup ri. Parce que voilà, il y a ce côté rapidité. Là, c'est du chacun pour soi. On reproduit ces formes qui, certaines sont assez difficiles. Il y a tout qui tombe. Tout d'un coup, s'il y a un castor qui tombe chez quelqu'un, on peut aller lui le piquer. Donc, on est en train de se piquer un peu les castors comme ça. Bah, j'ai trouvé ça très cool. C'est chez Happy Baobab. La boîte est assez grande parce qu'il y a pas mal de matériel, parce que les pièces en bois sont grandes. Et là, alors très clairement, enfants, mais de tout âge, hein, puis même entre adultes, ça marche. Si vous aimez un peu ces jeux de construction, ça m'a rappelé, il s'appelle Recto Verso, que j'avais testé à Cannes avec Mathieu. Ouais. Alors Recto Verso est du coopératif, mais il y a ça, il y a il faut aller vite parce que là il y avait un temps limite à recto verso, aussi des éléments en bois, reproduire un modèle. Donc on est dans cet esprit-là, encore un peu plus accessible, je pense, pour les enfants, mais c'est du chacun pour soi. Donc voilà, ça a très bien fonctionné. J'y rejouerai avec grand plaisir. Et le dernier, qui pour moi a été vraiment un coup de cœur dans les jeux enfants. C'est Super Miaou, qui avait été nommé As-d'or jeu enfant cette année. C'est un jeu pour initier les enfants au deck building. Et je pense, attention, accrochez-vous, et Benji, fais attention, pas de deuxième accident. Il aurait peut-être fallu que tu commences par ça pour bien comprendre ce qu'était le deck building. Parce que Super Miaou te le fait parfaitement comprendre. Voilà, hein? Petit clin d'œil, mon petit Benji. On t'aime, Benji. Donc, Super Miaou, déjà, le matériel. Alors, toute petite boîte, donc jeu pas cher. Et on utilise tout. Donc, la boîte, l'extérieur de la boîte, une fois à la verticale, il y a une illustration de poubelle de rue, c'est poubelle métallique, là. Et mise à la verticale, c'est dans cette boîte-là qu'on va mettre les cartes que l'on va détruire. Donc dès qu'il y a une carte qu'on ne veut plus, dès qu'on va commencer à épurer notre deck, comme dans tout bon deck building, on va mettre nos cartes de départ dans cette poubelle. L'autre partie de la boîte, parce que c'est une boîte à tiroirs, ça va être le marché que l'on va mettre au centre. Dans ce marché, on voit, il y a des jolies petites pièces d'or. On va comprendre qu'on va pouvoir acheter une cape pour 5 pièces d'or. Pour 4 pièces d'or, on va pouvoir acheter une boîte de thon. Pour 4 pièces d'or également, on va pouvoir acheter une souris voleuse. Et avec la boîte de thon, on va pouvoir acheter le miaou, donc le chat. Et le but va être, parce qu'à chaque fois que c'est notre tour de jeu, on va révéler 2 cartes. Donc on ne tient pas les cartes dans notre main comme on le ferait dans un deck building. Comme c'est pour les enfants, on prend 2 cartes seulement et on les révèle. Et si ces 2 cartes que l'on révèle, dans ces 2 cartes, il y a le chat et la cape, eh bien on a reformé Super Miaou et on a gagné. Et au départ, bien entendu, on a quelques cartes pièces qui nous permettent d'acheter des nouvelles cartes. Et ce qui est aussi super bien fait, c'est que chacun a son plateau personnel. Et sur notre plateau personnel, on a à gauche le sac à dos.
Donc c'est là qu'on va mettre notre deck de cartes, duquel on va venir piocher nos cartes. Et puis les cartes que l'on achète, on va les mettre plutôt sur la droite de notre plateau. Et sur la droite, c'est une machine à laver. Pourquoi une machine à laver? Eh bien simplement, on les met déjà face visible. Et puis quand on n'a plus rien dans le sac à dos, on va aller dans notre machine à laver, on va mélanger les cartes. Donc voilà, oui, on va secouer, on mélange les cartes et on les remet face cachée dans notre sac à dos. Et c'est assez drôle parce que j'y ai joué avec mes filles et j'ai commencé à pas mal épurer le deck. Et il me restait plus grand chose, je crois qu'il me restait 3 cartes. Et parmi ces 3 cartes, il y avait le chat, la cape et puis une carte pièce. Ou non, je crois qu'il me restait 4 cartes. Et vous avez compris qu'il y a une carte qui est la souris voleuse. Et quand vous la révélez, vous pouvez aller piquer une des 2 cartes face cachée chez un de vos adversaires. Et bien entendu que si vous lui piquez un chat ou une cape, ça lui fait un peu mal. Vous pouvez en avoir plusieurs dans votre deck de cartes. Et les filles avaient bien compris qu'il y avait il y avait pas mal de chances, en tout cas une chance sur 2, que j'ai les 2 bonnes cartes face à moi. Et Marjorie a joué après moi, elle a eu une souris voleuse, donc elle a pu me voler une carte. Elle m'a pas volé la bonne, j'ai eu de la chance. Et ensuite, je me suis retrouvé avec une nouvelle carte. Noémie s'est retrouvée à son tour avec une souris. Elle m'a volé. Elle m'a volé le chat ou la cape, je sais plus. Et après, en fait, j'avais plus rien, quasiment, pour refaire, si tu veux, mon deck. Donc, je l'avais épuré trop vite. Oui. Donc, j'ai dû recommencer à acheter petit à petit des cartes pièces d'or avec d'autres cartes pièces d'or, etc. Et bien entendu que j'ai perdu la partie. Et on a eu du fun à jouer à ce jeu. C'est vraiment deck building, alors le plus simple possible, mais ils ont réussi à faire un truc pour les enfants. Et moi franchement j'ai eu un pied fou à jouer à ce jeu parce que j'ai beaucoup ri et puis je me suis fait avoir un peu comme un bleu en me disant elles ont trop de cartes, elles achètent, elles arriveront jamais à avoir les 2 bonnes cartes en même temps. Moi j'épure au maximum et puis finalement cette satanée souris. Sans la souris en fait ça aurait été un peu naze je pense. Puis la souris elle vient mettre juste le chaos qu'il faut. Ouais. Donc voilà. C'était vraiment très très bien. Donc je recommande si vous aimez bien le deck building et que vous avez des enfants dans votre entourage, mais là c'est vrai que c'est dès 6 ans, mais franchement même à 10-12, je pense qu'il y a vraiment de quoi bien rigoler avec eux. Ouais, je pense. Donc allez-y les yeux fermés, en plus c'est tellement pas cher pour Noël ou d'autres occasions, vous pouvez y aller. Donc c'est chez Spaceco et auteur Guillaume Desportes et Olivier Derouetto aux illustrations. Ouais. Voilà, je valide c'était mes 3 jeux enfants. Je joue pas souvent aux jeux enfants, comme tu le sais, mais ce Super Miaou, je l'ai testé parce que je l'avais offert. Ah, tu as joué aussi. Ouais, alors je l'avais acheté à Cannes, justement. Je l'avais offert à la fille de mon mari, puis on a pu y jouer quand on est allé chez eux. Donc on était 3 adultes et elle, qui a 6 ans, 5-6 ans. Et c'était assez marrant parce que... Et donc elle nous observait et voilà, elle nous observait jouer, puis nous on était vraiment à fond souris voleuse à se faire des coups vaches. Puis donc elle nous observait, puis au bout d'un moment elle a compris qu'il fallait ses souris, alors elle prenait des souris. Puis je trouvais formidable de voir dans les yeux de cette petite quand elle révélait une souris, tout d'un coup elle avait son regard malicieux comme ça, et puis elle disait tu vas voler. Que je vais voler. Puis moi j'ai fait la même erreur que toi, donc j'avais épuré mon deck, acheté des chats, ma cape, machin, j'étais là, c'est bon quoi. Et elle était toute contente de voler des trucs. J'ai vraiment trouvé ça super chouette, et puis c'est vraiment malin comme ils ont introduit ce deck building là-dedans quoi. C'est vraiment la boîte, le matos, tout est chouette. Ça, tu l'as dit quoi, mais je valide complètement. Donc foncez sur ce Super Miaou. Super Miaou, voilà. Super magnifique. Est-ce que tu en as encore un, Mims? Écoute, un petit dernier, mais que je vais faire rapidement parce que j'ai commencé une campagne de Horreur à Arkham. Donc la toute dernière campagne qui s'appelle Le Festin de Hemlock Vale. Donc c'est un jeu de cartes pas à collectionner, mais jeu de cartes évolutif, donc JCE, dans l'univers de Cthulhu. Donc on va vraiment construire des decks au départ. Et puis autant dire que je me suis pas lancée là-dedans. On a déjà No Magic et compagnie, donc on s'est pas lancé nous dans la création de decks. Mais comme
La personne avec qui on joue connaît bien le système de jeu, nous a déjà tout préparé. Donc je pense que si pour se lancer en fait maintenant dans ce type de jeu, je trouve que c'est toujours assez agréable d'avoir quelqu'un qui connaît. C'est un peu comme dans Magic, c'est toujours plus agréable d'être Ouais, qui accompagné. te prépare les decks en amont, parce que c'est C'est vrai que ça, tu peux vite passer un temps fou, bah, comme dans les jeux de cartes à collectionner, à préparer complètement. tes decks. Mais c'est vrai que finalement, c'est comme un jeu de cartes à collectionner, sauf que t'as Oui, pas les boosters, mais en même temps, Horror Arkham, si t'achètes tout ce qui sort, tu dépenses pas loin de ce que tu peux comme dépenser complètement. Ouais. avec un jeu de cartes à collectionner, hein. Ouais, là, il y a déjà une belle collection. Et puis en fait, pour qu'il y ait une bonne synergie dans ton deck, je pense qu'il faut déjà quelques parties et quelques défaites. Surtout que le jeu est pas spécialement sympathique avec vous de manière Ah, c'est générale. punitif, hein. C'est assez Ouf. punitif. Pour le coup, là, pour l'instant, je crois qu'on a gagné toutes nos parties. Donc, on s'en sort plutôt bien. Il y a parfois, on a eu l'impression de rouler sur le jeu. Et parfois où ça se joue vraiment à un cheveu. Donc, c'est assez tendu, mais c'est plutôt sympa. Puis je crois que dans ce scénario, enfin dans cette campagne, pardon, ils ont ajouté des nouvelles petites mécaniques. Il y a une mécanique de jour et de nuit. En fait, la campagne va se dérouler sur 3 jours. Jour et nuit du coup, et selon à quel moment on en est, si on est au jour ou à la nuit, il va pas se passer les mêmes choses, et puis on sent déjà que ça pue un peu quand on sera la 3e nuit. Donc tu sais déjà que ça va faire mal. On peut parler avec des personnages, les intégrer dans notre équipe. Puis tu sens cette ambiance un peu dérangeante comme ça. Il y a des gens un petit peu trop accueillants, là, les habitants, mais tu sens qu'ils sont tous bizarres, il se passe des trucs. C'est vraiment assez immersif, je trouve plutôt sympa. Les parties sont quand même assez longues. Je pense qu'il faut quand même compter, ouais, pratiquement 2 heures. Mais il y a des parties plus courtes. C'est des genres de préludes à un scénario, on va dire. Et franchement, c'est très très sympa. Je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que pas au risque de spoiler finalement. Mais je vous en dirai un petit peu plus à la fin, je pense, de voir plutôt de manière générale sur l'expérience de jeu. Donc voilà pour ce Horror Arkham, le festin de Hemlock Vale. Ouais, moi j'avais beaucoup aimé, quand je m'étais vraiment remis à fond aux jeux de société, là j'avais acheté d'occasion un peu la boîte de base, je sais plus, la seconde édition, il y avait une extension dedans. Oui. J'y avais joué en solo, j'avais beaucoup aimé, bon, j'avais tellement souffert avec les règles. Oui. Puis j'étais Oui. retourné 36 000 fois, c'est là que j'avais découvert un peu toi, le BGG, Mhm. le forum Trick Track, etc. pour avoir des explications sur ce qu'il fallait faire. Et puis c'est vrai que j'avais vraiment respecté le jeu, mais moi quand il y a ces combats et puis que tu dois tirer, même si tu fais le mode facile, c'est puis tu dois tirer ses jetons, Oui. que j'avais mis dans une belle tasse, un bon C'est mug, toujours négatif. et puis que tu tires je sais plus c'est quoi, une tête de mort là, où t'es Ouais, sûr ça de perdre. dépend. Oui, t'as des échecs critiques, t'as des moins Voilà, 4. mais Oui, ça. ce truc d'échec là où Ouais. t'as un jeton sur 30, c'est celui-là, puis tu tires C'est ça. celui-là. En Ça, fait, ça il fait. faudrait que j'y rejoue, mais comme je jouais au livre dont vous êtes le héros avant, c'est-à-dire qu'il y a un combat, c'est bon, je le gagne. Et puis Ouais, je ouais. passe au suivant. Ou alors en tout cas, j'enlève ces jetons trop punitifs, parce Mhm. que c'est ce hasard enfin, je perdais quasiment toutes les parties, quoi. C'était vraiment Ouais. chaud, même en facile. Mais j'adorais y rejouer justement avec quelqu'un. Je sais qu'on en avait parlé une fois avec Emma, parce Ouais, que ouais, ouais. j'aime Alors, je beaucoup pense que. ce jeu-là. Et puis c'est vrai que de rejouer avec quelqu'un qui connaît, qui prépare les decks, enfin, j'avais trouvé ça, et qui connaît toutes les petites subtilités. On parlait du Feedly avant, bah oui, il y a plein de petites règles qu'il faut Ouais. connaître Oui, pour les clairement. déplacements des monstres, etc. Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Donc, ouais, peut-être qu'à l'occasion, on aura l'occasion, Ouais. quand on sera tous à la retraite, C'est ça. on se lancera dans des campagnes d'horreur Arkham. Exactement. Bon, a priori, tu seras quand même un tout petit peu avant nous, hein. Ah, bah, c'est certain, ouais, mais je nous attendrai. Tu nous attendras. Ouais, tu auras le temps Je de potasser les ferai règles et tout. en solo, en vous attendant. C'est clair. Non, mais c'est vrai que c'est assez punitif, mais voilà, globalement, là, on s'en est bien sorti. Disons que tu peux pas prendre de risques inutiles. Il y a des fois où tu dois vraiment être sûr que tu vas réussir, Ouais. sauf si tu tires le jeton échec critique, enfin, échec automatique. Mais ouais, non, plutôt une bonne expérience. Je me réjouis de continuer la suite. Et, rien à voir. Mais j'y pense maintenant en voyant ma page MyLudo et en voyant Dead Cells s'afficher. J'ai commandé Dead Cells. Ah. Et il est en bas de chez moi en ce moment même parce qu'il Oh vient là 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 d'arriver. là. Donc Attends, salut la David, prochaine, je vais bonne approcher, suite de journée. ouais.
Je comprends. Bon, bah écoute, Mime, je comprends le message, donc merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce second Macrozode jeu en rafale. Ce fut un plaisir de faire ce deuxième épisode. On se donne rendez-vous le mois prochain. Ouais, 2 heures, on est assez fort. Pour le mois prochain, pour le Macrozode du mois de décembre, juste avant les fêtes. Et puis, bah d'ici là, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de... On joue-tu. Merci à vous d'avoir écouté un mini-zode du podcast On joue-tu. Toute l'équipe aimerait remercier ses 3 boutiques partenaires. Au Québec, la boutique La Pioche. En Suisse, la boutique 400 coups. Et en France ainsi qu'en Belgique, la boutique Ludotrotter. Merci beaucoup à eux et n'hésitez pas à leur rendre visite pour vos futurs achats ludiques.